Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir chez Boris, c'est soirée disco. Vous pouvez voir, j'ai retrouvé mon micro, on tente des trucs. Allez, on se retrouve pour cette troisième édition déjà du menu crowdfunding. Et avec ce petit instant émotion, la semaine dernière, vous étiez 76, enfin peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu 76 vues sur cette vidéo, ce qui constitue la plus forte audience de notre chaîne depuis ces 3 semaines d'existence. Et c'est beau. Et c'était aussi sur cette deuxième émission du menu crowdfunding que nous avons reçu notre premier commentaire. Et pour ça, petite larme. Que... Non, j'arrive pas à pleurer sur demande, je suis pas un très bon acteur. Mais bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça nous provenait de Joël, qu'on remercie. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler brièvement à propos du commentaire qu'elle a fait sur le Kickstarter de Chai, sur lequel elle a fait un commentaire finalement très très intéressant pour les gens qui seraient intéressés par le projet. Voilà. Passons donc au premier projet. Alors vous allez voir, il y a une foultitude de projets affichés à l'écran, mais il y en aura beaucoup en fait qui sont déjà traités, qui ont déjà été traités la semaine passée. Donc on passera très 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 rapidement. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on va essayer de raccourcir parce qu'on n'a pas envie de faire quand même 1h20 voire 2 heures, comme c'était le cas les 2 semaines précédentes, où j'avais beaucoup de projets à rattraper puisque c'était le tout début. Cette semaine, ça va commencer à aller un peu plus vite. J'espère faire 1 heure maximum, même s'il est tout à fait possible que je dépasse un petit peu, mais de toute façon, on fera beaucoup moins que les 2 heures de la semaine dernière, ça c'est sûr. Voilà. On commence par ICE, qu'on a abordé rapidement la semaine dernière. On a déjà présenté un petit peu le projet. ICE, projet français, s'il vous plaît, qui avait très bien démarré et qui finalement aura fait quand même une plutôt belle campagne, hein, puisqu'ils étaient à 2085 contributeurs la semaine dernière quand j'enregistrais la vidéo, et qu'ils en sont désormais à 2750 environ, à 55 heures de la fin, soit 2 jours et demi avant la fin du projet. Une bien belle campagne, d'ailleurs, qui a été choisie comme coup de cœur de Kickstarter. Je ne sais pas trop comment on procède pour avoir accès à ce petit tampon, ce stamp of approval, comme diraient nos amis anglophones, d'approbation, disons, de Kickstarter, mais en tout cas, ils l'ont eu, et c'est plutôt un bon, une bonne poussée de la part du site pour le projet. Alors voilà, donc ICE, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés entre-temps. Je vous avoue que je n'ai pas couru spécialement après parce que ce n'est pas un projet vers lequel je m'oriente particulièrement. On était à 2085, ce qui fait que les SG supplémentaires sont à partir d'ici, hein, les 2100. On a donc des nouvelles cartes, peut-être donc de l'encre métallique pour les plateaux de guilde, ce qui est plutôt sympa, ça donne un effet visuel un peu plus agréable. Quelques tuiles supplémentaires, des édifices supplémentaires. D'accord, une boîte plus résistante aux griffures et autres dommages en tout genre. Ok, ensuite on a oui, donc un petit carnet de notes pour les scores. À 2800, est-ce qu'ils vont atteindre les 2800? Combien j'ai dit qu'ils étaient actuellement déjà? 2700, oui, ça devrait largement être atteint d'ici les 55 heures qui restent. Donc on aura potentiellement, probablement même, des décorations à l'extérieur du plateau. Ok, bon, c'est pas quelque chose de forcément très très essentiel, mais ça apporte une petite touche qui peut-être en termes d'immersion peut apporter un petit plus, peut-être. Voilà. Sinon, rien de bien nouveau. En tout cas, c'est une bien belle campagne pour un premier projet de This Way. Donc à suivre pour les prochains projets. Il semblerait que ce soit un éditeur sur lequel il faille compter dans les mois et années à venir. Donc bah, bravo à eux. On passe à Vengeance. Alors vous voyez que j'ai upgradé ma contribution de 5 $ à 29, ce qui ne veut pas dire que je suis sûr pour autant de définitivement y aller, mais bon, a priori, c'est quand même un projet qui me tente bien. Vengeance était à 1004 contributeurs, ils en sont à 1200 presque, hein, donc plus ou moins 200 contributeurs supplémentaires à 60 heures de la fin du projet. Donc c'est toujours ce roll and write, comment dirais-je, réinterprété, hein, à la sauce de roll and fight, où il s'agira donc de combattre comme un vengeur, pas masqué celui-ci, au sein de, comment dirais-je,
des repères de bandits qui ont certainement fait quelque chose d'affreux à notre famille ou nos amis ou je ne sais trop quoi, puisqu'on vient se venger d'eux et on va essayer de défoncer tout ce qui nous entoure. Voilà, donc petit pledge, moi seulement pour l'épisode 1 que vous voyez ici. Je vois pas très bien l'intérêt d'avoir les deux épisodes, puisqu'en fait, ça vient juste rajouter du nombre de joueurs, hein, passant de 4 maximum à 8. Mais je joue rarement au-dessus de 4 personnes dans mon groupe, donc pas besoin d'avoir les deux, même si ça rapporte de nouveaux boss, de nouveaux repères de bandits. Donc ça aurait pu être très sympa, hein, mais bon, je m'en passerai assez facilement, pas de problème là-dessus. Pas d'intérêt d'intérêt particulier pardon, pour le jeu de base, même s'il a des très bons retours. J'aurais peur d'avoir un jeu qui fait un petit peu doublon, donc je m'en passerai aussi. On a eu quelques nouveautés avec de nouveaux boss, des petits jetons représentant les différents personnages que nous pouvons incarner, qui sont un peu deluxifiés, un peu plus jolis donc. Certainement encore de nouveaux boss qui devraient arriver d'ici les heures à venir. Voilà, c'est à peu près tout. Rien de très nouveau, je passe rapidement sur les projets qu'on a déjà vus, hein. On passe ensuite à Patria Libre, que j'ai rapidement abordé la semaine dernière, hein, ce petit jeu mexicain auquel il reste 68 heures pour participer. Ils étaient à 184, on est à 207. 23 personnes de plus sont venues s'ajouter au nombre des contributeurs. Bon, rien de très folichon, ça ne devrait pas dépasser les 300, j'imagine. Si vous voulez plus d'informations pour ces petits jeux sur lesquels je passe très rapidement en revue, rien ne vous empêche d'aller sur la revue, le menu crowdfunding de la semaine passée. Évidemment, je prends un peu plus de temps lorsqu'il s'agit de jeux qui viennent de s'ajouter au site de Kickstarter, qui viennent de lancer leur campagne, ce qui n'est pas le cas des premiers jeux que je présente cette semaine. Microdojo, qui était l'un de mes petits coups de cœur de la semaine, il reste encore 3 jours pour monter à bord de cette jolie campagne, cette jolie croisière, hein, qui d'ailleurs maintient son rythme de croisière. Oh là là, quel talent! 1525 contributeurs aujourd'hui, alors qu'on était à 1250. Donc on a encore plus ou moins 270 personnes qui sont venues s'ajouter au projet. Ce petit projet de très petite taille, mais qui a l'air d'avoir un certain potentiel ludique. Un jeu à deux joueurs, hein. Encore une fois, vous pouvez aller voir plus en détail ce que j'en ai dit la semaine dernière. Très, très, très abordable, hein. On a vu plus ou moins 5 livres, 5 euros, et les frais de port à 2 livres. Donc, vous vous en tirez quoi qu'il arrive à moins de 10 euros, ce qui est plutôt, comment dirais-je, je ne trouve pas les mots en français. Je les trouve en anglais ou en japonais, mais bref. Euh, Ce qui est plutôt sympathique pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser des milliers et des cents dans des jeux de Kickstarter, surtout en termes de livraison. Bon, 2 euros, on ne peut pas vraiment faire mieux que ça. Euh, J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais ça me rappelle un petit peu le projet de Youssef Fari sur The Way of the Samurai. Way of the Samurai, pardon. Way of the Samurai. Il y a ça déjà 1 an et demi, j'imagine, avec un très petit prix et encore des frais de port ridicules également. Là, c'est encore moins cher pour un petit jeu à 2 joueurs et on a débloqué aussi le mode solo. Donc, moi, je vous conseille d'y aller. Ça coûte quasiment rien. Le risque est vraiment faible de se retrouver avec un jeu qui ne nous plaît pas. Au pire, on peut le revendre plus ou moins pour le même prix, hein, c'est très très peu cher. Donc, moi, je vous conseille d'y aller. Après tout, vous ne risquez rien et vous n'êtes pas à l'abri d'une très bonne surprise. Voilà. Donc, moi, j'ai pledgé pour 7 livres, hein, donc plus ou moins 8-9 euros. 8-9 euros. On passe à Unicorn Stew, j'en ai parlé très brièvement, c'est pas spécialement hyper intéressant. On était à 196 contributeurs, ils sont à 217, donc 20 contributeurs supplémentaires pour ce petit jeu de Take That avec des choix simultanés, avec un univers de fantasy un petit peu glauque, un petit peu humour noir, disons. Bon, encore une fois, rien de très très particulier. C'est c'est pas spécialement très très attrayant. Les stretch goals, il y avait quasiment rien. Je crois qu'ils n'ont pas débloqué quoi que ce soit à ce niveau-là. Vous pouvez encore acquérir les jeux qu'ils avaient déjà précédemment édités, mais était-il vraiment plus intéressant que ce projet-là? J'ai pas l'impression. Donc voilà pour Unicorn Stew, 4 jours avant la fin de la campagne. Ensuite, The Market, dont j'avais brièvement parlé également, ils étaient à 179, ils sont déjà à 250 contributeurs, donc une augmentation un peu plus significative déjà, à 4 jours de la fin de la campagne. Bon, ça franchira pas les 350 ou 400 contributeurs, mais ce petit jeu
comment dirais-je, de ressources, de gestion de ressources, de push your luck, donc de tester sa chance un petit peu, dans ce petit monde, post-apocalyptique dans lequel vous devez, chercher un peu la prospérité dans votre village, en essayant d'acquérir un peu plus d'espoir, pour faire survivre votre communauté. Voilà, à travers ces différentes ressources qui vous permettent, comment dirais-je, de faire, pivoter, les cartes pour avoir d'autres ressources que vous pourrez utiliser pour obtenir de nouvelles cartes et ainsi de suite. Rien de très particulier, ça a l'air relativement sympathique avec une, direction artistique, assez unique. Bon, ça ne m'intéresse pas outre mesure, mais pour un jeu, pas non plus, très, très cher, ma foi, pourquoi pas, ça peut en tenter plus d'un, je pense. L'univers est pas désagréable, voilà. Bon, c'est un jeu sans prétention, c'était un 1er projet, je crois. Non, peut-être le deuxième projet, je me souviens plus, je regarderai rapidement, même si ça n'a pas grand intérêt. Oui, c'est ça, c'était, Empyrean Hero, son premier projet, mais c'est dans le même univers, si j'ai bien compris. Donc voilà pour, The Market. Ensuite, Oink Game Plus, donc la petite compagnie japonaise, qui a produit donc Deep Sea Adventure, Insider, Startups, et cetera, qui passe en digital pour, faire un portage de ces jeux sur, Nintendo Switch. Ils étaient à 1 216 contributeurs, ils en ont pris 100 supplémentaires, ce qui est pas une grosse semaine pour eux. Il reste encore plus ou moins une semaine. Si vous avez une Switch et que vous aimez leurs jeux, allez-y. C'était pas spécialement très, très cher, donc ouais, pourquoi pas. On continue avec donc Chai Tifatu, qui était donc l'objet de notre premier commentaire sur la chaîne. Petit moment de fierté et d'émotion, de Joël qui nous disait quand même qu'il fallait, prendre le temps de regarder un petit peu les commentaires parce que en fait, pour la simple et bonne raison que donc la compagnie, Steeped Games, qui avait donc travaillé déjà sur, le concept de Chai avec donc le jeu de base, puis une extension, High Tea. Il se trouve qu'en fait, ils n'ont pas encore livré, justement cette extension de, Chai, le jeu de base, hein, donc High Tea, qui avait fait l'objet d'une campagne, Kickstarter, heu, en mai-juin 2020, donc il y a pile poil un an, qu'ils n'ont toujours pas livré alors qu'il était censé être livré en décembre 2020, donc 6 mois de retard. En soi, 6 mois de retard, c'est pas spécialement rare sur Kickstarter. Par contre, et merci Joël pour ce commentaire, les commentaires de l'ancienne campagne, mais également de la nouvelle, donc de Chai Tea2, mentionnent un manque de communication assez important de la part de la compagnie sur ce retard. Et donc, c'est vrai que lancer une nouvelle campagne quand on ne donne pas de nouvelles sur la précédente qui n'est pas livrée, qui a déjà 6 mois de retard, c'est un petit peu moins engageant pour ce qui est d'aller soutenir ce nouveau jeu, donc T42, malgré tous les retours assez dithyrambiques dont il fait l'objet. J'ai pas encore, regardé, aujourd'hui. J'ai encore regardé un petit peu la veille, mais, aujourd'hui, pas tellement, les actualités. Justement, peut-être qu'ils ont parlé entre-temps, de ce retard sur leur précédent projet. J'ai pas trop fait attention, je vous avoue. Il vous reste 6 jours pour aller consulter un petit peu justement les commentaires, voir si, ils ont pu, parler, rassurer un petit peu les backers, du précédent projet. En tout cas, le matériel est toujours aussi joli, le gameplay a toujours l'air aussi sympa, les critiques sont toujours aussi positives également, donc moi je serais, tenté d'y aller si le thème m'intéressait, ce qui n'est pas le cas. Fort heureusement pour moi du coup, parce que ça m'évite d'avoir à dépenser et en plus à stresser d'une éventuelle, annulation de réception, d'un retard conséquent de réception. Mais bon, le matériel est toujours aussi, agréable, le jeu a l'air sympa. Si vous n'avez pas peur d'attendre, des mois, voire potentiellement une année ou 2, pour recevoir votre jeu, allez-y. Moi, je pense que c'est un jeu qui mérite, le coup qu'on s'y penche un peu. Mais bon, c'est vrai que le commentaire de Joël, peut faire relativiser certains points. Peut-être une compagnie qui n'est pas très, très à l'écoute de sa communauté, depuis qu'elle a grossi un petit peu avec le succès de ses 2 précédentes, campagnes, sachant qu'ils sont certainement très peu nombreux dans cette, compagnie, donc ça peut aussi se comprendre s'ils s'étaient particulièrement occupés sur le développement et la campagne, de cette nouvelle enfin de ce nouveau jeu, parce qu'il s'agit d'un véritable jeu et non d'une extension. Mais bon, je vais couper court en disant: «Si ça vous intéresse, allez-y malgré tout, mais ayez conscience qu'il y a un retard sur le projet précédent et qu'il y a peut-être un petit manque de communication». Quoi qu'il arrive, il vous reste encore à peu près une semaine pour ce jeu qui continue, sur, sa belle lancée avec actuellement 3 570, personnes, qui ont contribué alors qu'ils étaient 3 225 la semaine dernière.
On passe à Prison Architect. Et là, bah, projet annulé. Bon, la semaine dernière, je vous avais déjà dit que le projet avançait pas. C'était un pseudo bid, pour ainsi dire, hein, parce que PSC Games nous est habitué à des campagnes plus réussies. Celui-là progressait pas. Il avait même perdu un petit peu de backers, parce qu'on était à 454. Ils sont descendus à 450 avant de remonter à 457, ce qui est bon, des différences ridicules. Il a été annulé pour des raisons ridicules également. Je n'entrerai pas dans les détails, mais disons que la cancel culture, la cancel culture, dont on entend parler pardon, récemment en France également, a fait son œuvre. Le projet, dans son thème, dans sa thématique, a un petit peu choqué, un petit peu mis mal à l'aise certaines personnes. Et du coup, le projet est annulé pour cette raison un peu. Enfin, chacun en pensera ce qu'il voudra. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Timéo Libri Rex Agitur. Ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, bref, il en est des projets qui ne verront donc pas le jour, et Prison Architect en est un, à moins qu'ils le relancent par la suite, mais en tout cas, les deux auteurs ont dit qu'ils ne voulaient plus être associés au projet eux-mêmes. Hein, ils se sont pliés un petit peu à la voix de cette minorité bruyante, disons. On passe ensuite à Paperback Adventures, qui là par contre est un projet en bonne santé. 3400 contributeurs la semaine dernière, 3600 presque, hein, 3940 aujourd'hui, donc plus 500, c'est une belle montée pour ce jeu toujours aussi sympa de deck building avec une gestion de main où il va falloir constituer des mots avec des lettres elles-mêmes étant accompagnées de petits logos qui vont constituer des attaques ou des défenses face à vos adversaires, comme vous pouvez le voir ici, sur la gauche ou sur la droite des cartes. Un thème très très original, enfin des mécaniques très originales d'ailleurs, qui vont se coupler les unes avec les autres pour donner un truc vraiment original, avec un mode 2 joueurs en coop. Mais c'est majoritairement, enfin principalement, disons, un jeu pour un joueur, très original, mais qui nécessite une très bonne maîtrise de l'anglais. Attention. Hein, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu anglophobes, en tout cas la langue, hein, pas les Anglais en eux-mêmes, c'est pas un truc que je conseillerais, et il vous faudra attendre une éventuelle traduction, mais la traduction ne sera pas suffisante parce que les répartitions des lettres ne sont pas les mêmes selon les différentes langues, donc ça nécessitera un gros gros boulot, raison pour laquelle peut-être les précédents projets de la compagnie Paperback et l'autre, enfin bref, l'autre, on s'en fout du nom, n'avait pas encore été traduite, malgré de très très bons résultats sur la plateforme de Kickstarter. Il reste 10 jours. Donc on en parlera encore la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Ensuite, Soundbox, j'en avais parlé la semaine dernière, ils étaient à 436 contributeurs, ils ont donc perdu 6 contributeurs, donc moi ça sent un petit peu l'annulation. Bon, après, vous me direz, c'est financé. Ils demandaient 10 000 euros, ils en sont à 12 000, c'est financé, donc bon, en soi, ils peuvent continuer, aller jusqu'au bout, mais ça décolle pas, c'est même en train d'atterrir violemment. Sortez les trains d'atterrissage, les parachutes, bon, j'irai pas jusque-là, mais disons que ça reste bloqué autour de 430 pour ce petit jeu d'ambiance où tout le monde va, enfin tout le monde, des personnes vont devoir porter ces petites lunettes les empêchant de voir qui fait quoi, et les autres personnes vont devoir faire des bruitages tous en même temps, et les personnes ayant recouvert leurs yeux de ces lunettes opaques vont devoir trouver quelle personne fait quel bruitage. Bon, jeu d'ambiance, quoi, avec un matériel largement surproduit pour ce que c'est. Un jeu d'ambiance ne devrait pas avoir un tapis en néoprène, ne devrait pas avoir des jetons aussi beaux. Mais bon, pourquoi pas, après tout, s'il y a des gens que ça attire, je peux tout à fait le comprendre. Tout, ben, ceci étant dit, le projet décolle pas, il commence même à reculer un petit peu. On avait vu que l'édition Kickstarter Deluxe n'était pas spécialement nécessaire, donc vous pouvez en tirer pour 16 euros, c'est pas très très cher. Pour un jeu qui pourrait être sympa si vous appréciez les jeux d'ambiance, c'est pas trop ma came, je l'avoue, même si j'étais très surpris par les auteurs qui sont quand même ceux du Dilemme du Roi, entre autres. Euh, donc des jeux qui n'ont absolument rien à voir. Bon, de toute façon, je n'irai pas, mais ça n'encourage absolument pas à changer d'opinion sur le jeu. Continuons avec Real Life que j'avais rapidement abordé. 119 la semaine dernière, 135 aujourd'hui pour ce qui est des contributeurs. Il reste 10 jours pour ce petit jeu qui rappelle un petit peu
Destin, le jeu de la vie, mais avec de l'humour noir et des thèmes un peu plus sombres, disons, hein, la dépression, la mort, etc. Voilà, je passe pas plus de temps là-dessus. Mosaïque, sur lequel j'avais fait un gros point la semaine dernière également. Ils étaient à 4180 contributeurs. La semaine dernière, ils ont donc pris 600 contributeurs supplémentaires, donc une belle réussite encore une fois pour Mosaïque, ce jeu de civilisation qui se joue en à peu près 2 heures, avec un petit peu de draft, un peu de gestion de main. Ils ont été ajoutés bien entendu pas mal de stretch goals entre-temps. Je ne les vois pas, ils sont certainement un petit peu plus bas. Et toujours du matos vraiment très sympa en add-on, attention, c'est pas dans la boîte de base. Des petites miniatures qui servent pas à grand chose, mais qui apportent quand même une certaine plus-value au projet. Bref, c'est un très très joli projet avec généralement des bons retours, même si j'en ai entendu certains qui étaient un petit peu plus mitigés. J'ai entendu aussi des gens qui le comparaient brièvement à Terraforming Mars, ce qui est plutôt pour me plaire. Je n'irai pas parce que jeu de civilisation, c'est pas trop un truc qui nous intéresse tellement dans notre groupe de joueurs, mais pourtant, ça a l'air d'être vraiment séduisant. En tout cas, en termes de matos et sur le papier, sur ce que ça propose, sur ce que ça vend. Forbidden Games a fait un bon boulot sur cette campagne et je pense que c'est mérité. C'est un beau succès. Plus le solo de David Turchi. Alors, nous le rappellerons jamais assez. David Turchi, le maître du solo, même si sur Prison Architect, visiblement, ça a merdé, mais pas pour les mêmes raisons. On passe ensuite à Maximum Apocalypse. La semaine dernière, j'ai fait 10 secondes. Je n'en fais pas plus cette fois, puisque la campagne aura une campagne dédiée en français, qui ne sera donc pas sur Kickstarter, mais sur Boom Boom Games, si je ne m'abuse. Comme souvent, c'est le cas des jeux de Rockmanor Games qui sont ensuite repris en français via Boom Boom Games, mais sur la plateforme de... j'ai oublié le nom, bref. Pas très important. Mais en tout cas, juste pour signaler que la campagne marche plutôt très bien avec 2240 contributeurs. Donc, tout va très bien pour Maximum Apocalypse, l'extension de Wasted Wilds. Ensuite, on passe à Burrow. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. Burrow, ce petit jeu de 1 à 5 avec un matériel vraiment très très sympa. Sur le 14e siècle en Indonésie, où on incarne un noble qui doit diriger l'archipel et le faire s'étendre diplomatiquement autant que économiquement, avec des bases de draft, d'enchères aussi, et puis également un petit peu de placement d'ouvriers. Ma foi, visuellement, la DA est très très agréable. Les retours sont également plutôt très bons. Je me souviens que la semaine dernière, je vous ai dit que le prix était un petit peu élevé pour ce que ça semblait proposer en termes de jeu. Là, de ce point de vue-là, le jeu n'a pas tellement changé, mais bon, ce qui est logique. Et c'est vrai que 99 $ pour seulement le gameplay, hein, donc le jeu de base plus une extension, bon, ça fait quand même très cher pour ce que c'est. C'est pas non plus un gros jeu massif, quoi. Donc bon, 129 si en plus on veut le playmat et quelques upgrades de matériel, bon, c'est cher. J'aimerais bien le tenter un jour, mais je ne le prendrai certainement pas. C'est pas un jeu qui m'attire outre mesure et au-delà de ça, le prix me semble un petit peu démesuré pour ce que c'est. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Donc voilà pour Burrow. Malgré tout, joli projet. Plutôt un joli succès parce qu'il me semble que Crafty Games n'avait pas fait des scores énormes précédemment. Par curiosité, je vais regarder. Ah oui, c'est vrai que c'est eux qui avaient fait Mistborn, qui avait quand même un bon résultat. Si, si. Ils sont assez peu actifs, hein, on remarque pas beaucoup de campagnes. Toujours très différentes les unes des autres, parce que Mistborn a l'air d'être dans la fantasy un petit peu baston, quoi. Dollar to Donuts, bon, le thème sur les donuts, et puis ensuite un jeu sur l'Indonésie au XIVe siècle. Bon, il y a des sacrées différences entre chacun de leurs projets, ce qui n'est pas forcément un mal, loin de là. Donc voilà pour Burrow qui a pris environ 80 nouveaux contributeurs depuis la semaine dernière. Il reste 2 semaines, donc vous avez encore largement le temps de réfléchir. On passe ensuite à Eldfall Chronicles. Pareil, j'avais fait un petit point là-dessus la semaine dernière. 505 contributeurs, ils sont à 520 plus ou moins. Ça n'a pas beaucoup évolué pour eux et c'est compréhensible. Le projet a l'air très séduisant visuellement parlant avec de très jolies miniatures, mais assez cher malgré tout pour un projet qui est le premier projet de la compagnie, ce qui pose toujours ce petit souci de confiance envers la compagnie qui porte le projet.
Là, ça paraît pas très cher comme ça parce que c'est 30 €, mais ce n'est qu'une seule des, 4, pas guildes, mais factions, disons, que l'on peut incarner dans le jeu. Déjà, si vous en voulez 2, ça fera déjà 65 $, mais le principe, c'est quand on a des jeux avec des factions, on a envie de toutes les avoir. Et là, si vous les voulez toutes, ça monte directement à 120, je crois. Donc, bon, c'est quand même assez cher. Malgré tout, ça a l'air très sympa. Visuellement, c'est très beau. Les miniatures sont plutôt bien foutues également. Le matos, très joli. Je sais pas ce que ça vaut en termes de gameplay, mais ça a l'air plutôt sympa également, mais les prix sont vraiment énormes, quoi. Si vous voulez en plus les miniatures des créatures que vous allez être amené à affronter, ce sera 199. Enfin bref, commencez par un projet un petit peu plus léger, les gars, ou lancez vos extensions un peu plus tard, sur une deuxième ou une troisième campagne. Mais c'est peut-être une petite erreur de «débutant» entre guillemets, même si je ne vais pas me montrer pédant, hein, j'y connais pas grand-chose moi-même en termes de gestion de projet, de premier projet sur Kickstarter, mais peut-être qu'ils ont voulu viser un petit peu trop haut. Voilà. On passe ensuite à Keystone, qui était mon petit coup de cœur, en plus de Micro Dojo la semaine dernière. Il reste encore 18 jours 19 jours, pardon. C'est pour la raison pour laquelle j'ai pas encore, backé, parce que je pense que mine de rien, j'ai envie d'y aller. Ce qui est pas une garantie, du résultat final. Je vais peut-être pas y aller, mais ça me tente bien quand même. Hem, Keystone était à 680 backers, ils en ont pris donc 150 supplémentaires, donc ça marche plutôt bien pour une campagne assez longue, hein, il reste encore presque 3 semaines pour ce, petit jeu de draft, placement de tuiles sur, plateau individuel. Et dans ce jeu, donc vous allez essayer de recomposer comment dirais-je, la faune et la flore, ou une partie en tout cas de la faune et la flore de l'Amérique du Nord, en essayant de faire des combos à partir des petits logos que vous voyez sur les différentes cartes, en colonne et en ligne, pour avoir simplement de points de victoire supplémentaires, avec une édition standard à 45 $, ce qui est pas spécialement très très onéreux. Bon, les plateaux sont pas très jolis, encore une fois. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. Si vous voulez des plateaux un peu plus sympas, mais peut-être visuellement plus, comment dirais-je, plus difficiles à identifier, en tout cas les tuiles que vous placerez dessus sont peut-être plus difficiles à identifier sur ces plateaux, heu, très joliment illustrés, mais du coup, quand vous placez une tuile dessus, est-ce que ça gêne pas un petit peu la compréhension? À voir. Mais bon, pour 20 $ de plus, 65 donc, vous aurez, le même jeu, mais avec donc des plateaux, illustrés, des playmats, au centre pour accueillir les ressources et cetera. Donc bon, ça c'est 20 $ qui peuvent valoir la peine pour le coup, même si c'est pas nécessaire non plus. Voilà donc, et puis donc toutes ces petites, enveloppes secrètes un peu à la Trek 12 qui vont venir alimenter le jeu au fur et à mesure de vos parties et notamment de votre solo qui a donc, 20 scénarios dans un petit carnet, c'est vraiment très bien produit, plein de bonnes idées. Ça a l'air très, très séduisant pour un jeu au final relativement court, hein, si je me souviens bien, on est sur du 30 à 60 minutes, voilà, 30 à 60 minutes. Avec un petit solo sympa, a priori en tout cas. Donc moi, je pense que je vais y aller malgré tout. Je vais me laisser tenter, je pense. Ensuite, petit jeu qui n'est pas nouveau, mais je l'avais pas présenté la semaine dernière, il m'était passé sous le nez entre guillemets, et du coup, il est déjà presque fini puisqu'il ne reste que 4 jours avant la fin de la campagne, mais il est en français. Donc si ça vous intéresse, il reste très peu de temps, mais il est en français, donc jetez-vous dessus. 355 contributeurs pour, Skyline Express, jeu en provenance de Pologne. C'est le troisième projet de, Thistroy Games, qui avait auparavant produit, Skyline qui avait été, annulé, et Micro City qui avait fait une belle campagne avec 3600 contributeurs plus ou moins. Donc là, c'est une refonte en fait de la première campagne de Skyline Express apparemment, qui a été annulée il y a 1 mois et demi, 2 mois, ouais 2 mois. Donc ils reviennent cette fois-ci avec une campagne qui visiblement a un petit peu mieux marché, sans non plus, casser des briques, hein, puisque bon 355 à 4 jours de la fin, c'est pas fou. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 personnes, donc encore une fois un solo, comme très souvent récemment. 15 minutes par joueur, bon ça peut tout et rien, vouloir dire ce décompte par nombre de joueurs. Bon donc théoriquement 15 minutes si vous êtes tout seul, j'y crois pas tellement, et 1 heure si vous êtes à 4 quoi, par exemple. Alors, comme je l'ai découvert, très, très récemment, je me souviens pas très, très bien, donc c'était un jeu dans lequel on incarne des conducteurs, de trains aériens dans une cité un petit peu, utopique qui rappelle un petit peu, BioShock Infinite pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Hem
On est sur un jeu de cette collection, donc de construction de tableaux entre guillemets, avec des objectifs cachés bien évidemment pour chacun des joueurs, dans lequel pardon, vous allez en fait essayer d'acquérir, plutôt d'accueillir, des voyageurs dans les wagons, de votre, train aérien. Je ne saurais pas trop comment appeler ça autrement, et également avec une extension fournie dans le jeu qui vous permet également de prendre en charge leurs bagages et cetera. Et là aussi, il s'agit d'en fait de faire de la construction de tableaux comme un peu avec Keystone, selon les couleurs et les types de voyageurs que vous allez accueillir, et voilà, qui vont aller composer, les voyageurs de votre, wagon. Heu, Dès que vous en tirerez un pour l'ajouter, vous allez acquérir aussi des petites tuiles qui modifieront, vos objectifs ou vos façons de compter vos points. Ça a l'air assez sympa, assez efficace de ce point de vue-là. C'est passé relativement inaperçu, bon la compagnie non plus est pas très, très célèbre, mais ça a l'air solide. Il y a même quelques reviews de rados notamment, donc de critiques assez, connues, assez populaires. Donc un projet qui a l'air d'être, relativement solide, mais qui a pas attiré les foules. Ils ont pourtant l'air d'avoir pas mal dépensé sur la promotion visiblement. Ils ont envoyé pas mal de copies à pas mal de critiques, YouTube. Ça a pas pris. Pourtant le prix est plutôt cool également, puisque le jeu est à 42 enfin 42 € pardon, ce qui est pas non plus, très, très cher. Vous pouvez ajouter 8 € pour avoir, le roll and write qui va avec, donc pour 50 €. Et il me semble que les frais de port en plus le matos, je passerai sur les frais de port après. Le matos avec, donc les plateaux double couche, un insert, customisé, de base, des dés customisés également, des petits jetons, comment dit-on en français? Je ne sais jamais trop. Screen printed, donc ces petits, designs sur les jetons, qui sont toujours du plus bel effet également. Et donc le shipping assez sympathique aussi, parce que pour la France, on était à 10 € pour le all-in, ce qui est pas non plus, fou quoi. Pour le Canada, c'est un peu plus cher, 20 € par contre le double, ça c'est un petit peu dommage. Et au Japon, c'était 25, donc de toute façon, moi je n'y serais pas allé, mais bon, c'est vrai que les 25, ça rebute un petit peu pour un jeu qui, est à 42 voire 50, à la base. La moitié du prix, ne serait-ce qu'en frais de port, c'est quand même un peu cher. Voilà pour Skyline Express, il reste assez peu de temps, mais si ça vous intéresse, ça peut être une expérience sympa, pourquoi pas. En français qui plus est, je le rappelle. Ensuite, on passe enfin aux nouveautés de la semaine. La première n'est pas vraiment une nouveauté pour ainsi dire, puisqu'il s'agit de Tussie Mussy par Elizabeth Hargrave, l'auteur avec un E de Wingspan, jeu de l'année il y a 2 ans, 3 ans si je ne m'abuse. Donc le célèbre Wingspan, eh bien, elle avait aussi fait un jeu pour Button Shy. Ici on voit Jason Tagmeyer, mais c'est en fait le représentant de Button Shy Games. On a fait, petit instant promotion, on a fait une vidéo récemment, Xavier et moi, pour présenter 2 jeux de cette collection de Button Shy Games. Donc, ces tout petits jeux qui tiennent dans des petits porte-monnaies, des portefeuilles en vinyle et dans lesquels il y a seulement 18 cartes plus quelques autres en extension, mais qui sont vraiment très sympas. Donc, nous, on a fait une vidéo de présentation sur Sprawlopolis et Skulls of Sedlec. 2 jeux vraiment très, très sympas, un en coop, un en compétitif, mais avec, dans les 2 cas, un solo, vraiment efficace pour un jeu aussi, réduit. Donc, Tassemossy fait partie des, 5 jeux les plus populaires de la collection. Bon, il faut dire que le nom, qui à la colle est quand même assez connu récemment et assez reconnu de la communauté, ludique. Donc, comme souvent chez eux, c'est des jeux relativement courts, 1 à 4 parce qu'encore une fois, on a un solo, 15 à 30 minutes, 8 ans et plus. Un jeu où on va aller, collectionner des fleurs. Romantisme, es-tu là? Oui. 3 nouvelles extensions ici, Orange Flowers, Greenery et Ribbons, qui viennent s'ajouter, aux jeux de base et aux extensions qui étaient déjà proposées dans les campagnes précédentes. Voici donc les 3 extensions en question, Orange Flowers, Greenery et Ribbons, qui vont, chacune ajouter un petit peu de nouvelles façons de scorer. L'une d'entre elles va apporter un peu plus d'interaction entre les joueurs également. Le solo il me semble avoir été revu également. Donc, c'est pas le jeu le mieux noté de la série de Button Shy. 7.0 si je m'abuse sur, BGG, ce qui est pas fou, mais parfois les extensions, peuvent, apporter tellement que, la note va grimper finalement sur BGG. Donc peut-être que ce sera le cas de ces extensions.
il y a quand même des gens qui l'apprécient pas mal, hein. On voit notamment, Jamie Stegmaier qui est, le fondateur, de Stonemaier Games, donc tout ce qui est, viticulture, plus récemment, Red Rising entre autres, qui a l'air de l'apprécier tout particulièrement lui. L'avantage, c'est que les jeux de chez eux sont généralement très peu chers, donc 10 pardon, pas 10 €, ou 20 pour, la totale pour ceux qui n'ont pas le jeu de base, ou 20 $, ce qui est vraiment pas très, très cher. Vous avez aussi, un add-on avec c'est un playmat, voilà, pour le solo uniquement. Donc 20 $ pour la all-in, plus 20 $ pour un playmat qui sera uniquement utilisable pour le solo. Non, ça sert à rien très honnêtement. Heu, non. Si c'est juste pour le playmat, n'y allez pas, franchement, ça sert à rien. Mais par contre, le jeu de base, plus les extensions, à 20 $, franchement, c'est pas très, très cher. Et vous avez en plus, la possibilité d'aller, acquérir, 2 jeux supplémentaires de la collection, via leur site avec un système de coupons qui vous donnera, une promotion qui stipulera que vous avez participé à la campagne et cetera. Donc ce sera l'occasion d'aller chercher notamment Sprawlopolis ou Skulls of Sedlec dont on a parlé récemment. Allez voir la vidéo. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer pour la première fois de ma vie d'aller chercher le coin en haut à droite de votre écran. Peut-être que j'arriverai à faire un rappel. Peut-être pas, peut-être pas. C'est pas garanti. Mais on va essayer. Alors, donc voilà pour Tassie Massey, pas cher du tout. Et ma foi, les 2 premiers jeux que j'ai pu tenter sur, cette, compagnie, donc Baton Shy Games, étaient plutôt des très belles réussites, donc ma foi, pourquoi pas? Moi, c'est le thème qui me rebute un peu, les fleurs, je m'en fous un peu, j'y connais rien. Parfois mes élèves, oh oui, j'ai dévoilé que je suis professeur de français. Ah! Le secret n'en est plus un. Mes étudiants me demandent, comment dit-on telle ou telle fleur? Alors je les connais les noms en français tout comme en japonais, mais je sais pas à quoi les associer en fait, j'y connais rien en fleurs. Donc voilà, le thème m'attire pas du tout. Il reste une semaine. C'est généralement des campagnes assez courtes, donc va pas falloir trop tarder si ça vous intéresse. Mais attention, le jeu n'est pas disponible en français pour le moment, tout du moins. Parce qu'on sait que certains des jeux de Baton Shines auront une version française, francophone, dans assez peu de temps, visiblement. Ensuite, deuxième nouveauté du jour, Path of Light and Shadow pour l'extension Solstice. Attention, ce n'est pas un jeu à part entière, il vous faudra Path of Light and Shadow, premier du nom, avant de pouvoir jouer à Solstice, qui est donc son extension. Alors c'est un projet de Stronghold Games, qui est quand même relativement bien connu des gens sur Kickstarter, puisque ce sont les gens qui sont à l'origine de Aftershock, mais plus récemment de la Big Box de Terraforming Mars et de ses 90 737 sachets plastiques pour chaque petit cube. Euh, bon, c'était assez ridicule. C'était pas du fait de l'éditeur, attention, hein, non, ne venez pas blâmer l'éditeur de Stronghold Games. C'était le fabricant qui avait fait cette erreur. Je sais pas si on appellerait ça une erreur, mais bref. Ou plus récemment aussi la version un petit peu allégée de Terraforming Mars, donc Ares Expedition. Donc assez connu hein, quand même Stronghold Games sur Kickstarter, j'allais dire Facebook pour une raison que j'ignore. La fatigue, on va dire. Et donc 978 contributeurs en quelques jours, ce qui est plutôt un bel accueil pour cette extension à Path of Light and Shadow dont je ne connaissais rien du tout, très honnêtement. Par contre, donc Stronghold Games, assez connu, et en plus de ça, derrière ça, l'auteur du jeu, c'est Nick Little, qui a fait Eon's End. Donc encore une fois, gros jeu bien connu. Et du coup, quand on sait ça, quand on sait que c'est Stronghold Games et Nick Little derrière, on se dit que finalement, 1000 contributeurs en à peu près une semaine, bah, c'est pas tant que ça en fait. Bon, ceci dit, peut-être que c'était un jeu qui avait été publié avant Eon's End, donc avant qu'il soit véritablement connu. Donc peut-être que le fait que ce soit une extension d'un jeu pas si connu que ça joue beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il, me demanderez-vous? C'est un jeu de contrôle de territoire dans lequel on va essayer de dominer une civilisation dans un monde de Medfan, donc de Medieval Fantasy, avec un peu de deck building, un petit peu de gestion de main, et puis un tech tree, donc cet arbre de technologie, entre guillemets, que vous allez chercher à agrandir au fur et à mesure des comment dirait-on? Des générations, je pense qu'on parle de générations dans des jeux de civilisation. Donc la DA, la direction artistique, me laisse un peu de marbre, j'avoue. Moi, je suis plutôt avide de Medieval Fantasy, mais là, je sais pas, j'accroche pas outre mesure. C'est pas vilain du tout, mais c'est pas non plus très joli.
c'est très, très classique dans la fabrication, dans la construction des cartes, physiquement, je veux dire, hein, les iconographies et cetera sont efficaces, mais ça me vend pas du rêve, quoi. L'extension vient ajouter, une île supplémentaire au continent, de base. Ça apporte aussi de nouvelles factions, donc quand même une rejouabilité un peu plus intéressante que le jeu de base, j'imagine. Un mode solo également, je ne sais plus s'il était déjà disponible dans le jeu de base, mais en tout cas, il l'est maintenant grâce à cette extension Solstice. Reste que moi, je trouve que ça a l'air un petit peu cheap sur le papier. Hem, je sais pas, ça me vend pas du rêve. L'extension est qui plus est un petit peu chère. Est-ce que je l'ai déjà passé? Non, pas encore. 40 $ pour une extension seulement, pour, une extension qui sera vendue en magasin à 60 $ pour une extension, ça me fait un petit peu cher quand même, moi. En même temps, bon, je dis ça là, mais je dis ça avec un peu de honte parce que si vous regardez un petit peu au-dessus de ma bibliothèque, je viens de recevoir To Cloud Spire et en termes d'extension chère, bon, bah, ça se place là aussi, hein. Donc bon, je vais me faire tout petit. Donc voilà, 39 $, 40 $ pour l'extension. Vous pouvez bien entendu acquérir le jeu de base en plus pour un all-in gameplay à 109 $, 110, disons arrondissons, 160 $ en magasin. Très très cher. L'avantage, c'est que c'est Stronghold Games, donc Terraforming Mars, etc. Donc peut-être une version française. Si c'est le cas, si c'est comme Terraforming Mars, ce sera peut-être par Intrafin. Mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas encore mentionné ou que ce soit. Donc à suivre. Donc bon, un peu cher pour le jeu et son extension. Qu'est-ce qu'il en est des frais de port? J'ai oublié. Bon, les frais de port sont relativement honnêtes, 22 $. Pour l'extension seulement, 27. Oui, 27, c'est pas très différent. 27 pour les all-in. Chez nous, ce serait à 32. Bon, c'est pas très très différent. Donc les frais de port sont relativement honnêtes, mais le jeu est vraiment pas donné. Et j'ai pas trop vu de retour sur le jeu de base, donc je saurais pas trop quoi en penser. Voilà pour Path of Light and Shadow Solstice, l'extension Solstice, pour laquelle il reste 13 jours, donc environ 2 semaines. On passe à Lockup, l'extension de Lockup Breakout. Alors Lockup, c'est dans l'univers de Role Player. Ce petit jeu de roll et pas write, ce coup-ci roll, et on va poser les dés dans des petits encarts propres à chaque personnage. Xavier m'a fait découvrir le jeu il y a de ça un mois et demi, 2 mois, je crois. J'ai pas mal apprécié cette petite expérience qu'on n'a pas encore trouvé le temps de renouveler malgré tout, mais c'était très sympa. Donc j'imagine que Lockup, qui est dans le même univers mais qui n'est pas le même jeu, doit être assez sympa aussi. C'est une compagnie qui a fait, je crois, que des projets dans le même univers de toute façon, hein. On va vérifier rapidement, mais je crois que c'est tout role player. Ah non, il y a Blend Off que je ne connais pas du tout. Mais donc majoritairement du role player, les extensions de role player, Lockup, premier du nom. Ah, il y a aussi Dual Powers. Donc non, ils font pas que ça. Donc là, en plus, c'est un jeu de politique visiblement avec Lénine. Donc visiblement, ouais, dans la révolution rouge de 1917 en Russie. Mais donc principalement role player, cartographers également. Et donc maintenant l'extension de Lockup qui s'appelle donc Breakout pour 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 90 minutes, donc c'est relativement long pour le format que ça semble afficher. Et donc c'est une extension qui vient ajouter des catacombes sous le plateau du jeu de base, qui est donc une prison. Et là, on va donc explorer les catacombes de cette prison pour essayer d'y trouver différents artefacts et différents trésors. Là, vous avez par contre une version française, bien évidemment, puisque Roleplayer lui-même est disponible en français, et c'est donc le cas pour cette nouvelle extension également. Vous voyez aussi différentes cartes qui vont être ajoutées, bien sûr, pour un peu plus de rejouabilité encore. Différents add-ons avec le Cool Backpack, euh, qui vient inclure certaines, j'imagine, des missions supplémentaires, des missions secrètes peut-être supplémentaires pour chacun des joueurs. Je m'y suis pas trop penché, comme vous pouvez le voir. Parce que autant Role Player m'attire pas mal, autant Breakout, c'est ça Breakout? Oui, Breakout m'attire pas outre mesure. La VF, où était-elle? Ah, ici. Ce sera Intrafin, que je viens de mentionner pour un autre jeu, mais ce sera donc Intrafin qui s'occupe de la version francophone. Le jeu sera, en termes de frais de port, relativement abordable, 16 € pour l'Europe, pour l'Union européenne, pas pour l'Europe, ça ne veut rien dire. 12 pour le Canada et pour nous 16, donc comme chez vous. Par contre, si on veut l'extension plus le jeu de base, ce sera 45 pour chez nous, allez comprendre.
alors que chez vous, ce sera soit 21, soit 15 si vous êtes au Canada, ou en Suisse d'ailleurs. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est certainement de la même qualité que le role player que j'ai mentionné plus avant, mais le thème m'attire un peu moins, disons. Où est-ce qu'on avait mis les prix de base? Parce que j'ai vu le shipping, mais je n'ai pas encore vu le prix. Le prix est peut-être, bon, on va le chercher directement sur la barre de côté. 19 $ pour l'extension uniquement. Par contre, si vous voulez l'extension et le jeu de base, parce que vous ne l'avez pas encore, ce sera 65 $. Pour le jeu de base plus l'extension et le petit cool backpack, qui est donc une sorte de mini extension de 7 cartes apparemment. Et la livraison est prévue pour février 2022. Voilà pour Lockup Breakout. Et ensuite, le voici, le voilà. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty. Oh. Toss a coin to your witcher, a friend of humanity. Ouais, on va parler du Witcher. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté. En plus, ma femme qui écoute à côté, ça devrait bien la honte, mais c'est pas grave, on s'amuse, on est sur YouTube. On a 17 personnes qui nous regardent, on s'amuse. Bref, The Witcher, Old World. Alors, vous n'y retrouverez pas Geralt, hein, pour tous les aficionados de la série de bouquins ou du jeu vidéo. Je n'ai pu jouer qu'à Witcher 3 sur PS4, mais pas les deux précédents. Xavier, par contre, est fan, il a fait toute la série. Par contre, j'ai les deux premiers volets, les deux premiers tomes de la série Witcher en roman. Très très sympa, bien évidemment. Si vous êtes adepte de ce genre de fantasy, un peu, encore une fois, médiéval fantasy. Et quel départ en boulet de canon pour The Witcher, avec un objectif pulvérisé. Ils étaient pourtant à 250 000 euros d'objectif et ils sont déjà à 2,8 millions, même plus parce qu'il y a également une plateforme polonaise qui fait une campagne parallèle pour le public polonais, dont est originaire d'ailleurs Go On Board, l'éditeur qui s'occupe du projet. Et là, on est sur 27 760 contributeurs à l'heure actuelle, à 2 semaines de la fin du projet. The Witcher, quoi. Hein, je pense que c'est évidemment la licence qui vient apporter tout un tas de joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de jeux de plateau, de société à la base, mais qui viennent pour la licence. Et pourquoi pas? C'est l'intérêt aussi de faire des jeux à licence, même si c'est aussi très 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 casse-gueule. Là, on part sur un joueur, on part sur un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc encore une fois, en mode solo, 90 à 150 minutes, donc comptez 1h30, 2h30, pour 14 ans et plus, avec la très jolie map, la très jolie carte du monde de The Witcher. Avec, ceci dit, un pledge standard qui me semble un petit peu cher. Je pense pas qu'il soit vendu aussi cher en magasin parce que ne vous y trompez pas, le jeu sera disponible en magasin. Si vous voulez vous contenter de la version standard, dont je vais parler un peu plus après, tout comme de la version Deluxe, si vous voulez la version standard, attendez la sortie en magasin puisque le jeu sera disponible de toute façon en français. Hein, c'est déjà annoncé de toute façon la campagne par Matago, si je crois bien, si je me souviens bien, on va vérifier ensemble. Le contenu me semble pas correspondre au prix affiché pendant cette campagne. Je pense qu'on tapera plus certainement autour de 55-60 euros pour le pledge de base. Par contre, le Deluxe Pledge, avec le nombre de miniatures qui viennent s'y ajouter, les petites extensions qui viennent s'y ajouter et qui rajoutent également du gameplay, ça me semble par contre valoir le coup. Donc si vous y allez et que vous n'êtes pas spécialement fan de miniatures, 70, j'attendrai plutôt la sortie en boutique. Ça vous évitera également des frais de port et vous le paierez sans doute un petit peu moins cher. Par contre, si vous êtes intéressé par toutes les miniatures et toutes les mini-extensions proposées, là, par contre, la 125 en Deluxe me semble correspondre à un pledge qui vaut le coup. Alors, la différence, justement, c'est qu'on aura un paquet de miniatures. Hein, tous les monstres auront des miniatures. On aura également des petites extensions, ici Lost Mount, Adventure Pack, Wild Hunt. Il me semble que tout ça sera exclusif à Kickstarter. Enfin, en tout cas exclusif au Deluxe Pledge. Il ne sera pas dans le standard, je crois. On va vérifier ensemble petit à petit. Il y avait beaucoup d'informations, je suis un peu passé à côté de certaines d'entre elles. Disponible donc en anglais, allemand, français, espagnol, tchèque, italien, polonais, bien évidemment, puisque c'est dont est originaire la compagnie Go On Board. Go On Board qui a fait que 3 projets depuis sa création sur Kickstarter, en tout cas.
Le dernier étant Titans, qui avait fait un score honorable de 1800, mais là, on passe à des chiffres tout autres. Alors donc, vous voyez ici donc les 5 sorceleurs, donc les 5 witchers de base, avec leurs miniatures, avec des textures vraiment très sympas. C'est pas juste un sorceleur qui est debout avec son arme ou même avec un mouvement d'attaque ou je ne sais quoi. Il y a également des petites textures rocheuses ou autres euh, qui sont censées représenter le sol sur lequel le sorceleur se situe au moment de son action. C'est très, très, très bien foutu. Chacun des plateaux sera double couche pour pouvoir y accueillir comment dirais-je, des petits cubes que vous ferez évoluer à mesure que vous ferez progresser votre sorceleur. C'est un jeu de deck building, ne vous y trompez pas, hein, avec du draft, un petit peu de dés également, de la gestion de main bien évidemment, puisque deck building, ça va souvent de pair, des choix narratifs également qui vont être très intéressants. Vous aurez des quêtes qui vous amèneront à faire des choix narratifs qui auront un impact au fur et à mesure de votre progression dans le monde de Witcher. Et des déplacements également sur la map que nous avons vu tout à l'heure, hein, sur la carte du Witcher. Là, les miniatures magnifiques, hein, vous les voyez, hein, très très joli boulot sur les miniatures. Le bestiaire est vraiment très très bien reproduit. J'avais toujours, enfin toujours, euh, quand j'avais joué au Witcher 3, j'avais adoré cette créature qu'est le Leshen, très flippante, et finalement peut-être pas si compliquée dans le jeu, en tout cas vidéo, à terrasser au final, mais qui était très 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 sympa. Les griffons, les neckers bien évidemment, les loups-garous, les plantes, etc. Bref, c'est du super boulot en termes de miniatures. Vraiment, ils ont fait appel à une compagnie de... J'ai pas vu le nom de la compagnie, mais c'est très 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 bien réalisé. Voilà, tout un paquet de cartes. Les dés, les pièces, bon, vous vous en doutez, hein, là on a des pièces en carton, des dés pas en carton, mais pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer non plus de la part d'un jeu de cette envergure, mais vous pouvez très facilement l'imaginer. Il y aura du add-on pour avoir des pièces métal, éventuellement des dés custom, vous verrez. Également, une variante solo et coop, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, je crois, c'est un jeu compétitif, attention, ce sera un jeu compétitif où chacun des sorceleurs des différentes écoles s'affronteront pour l'honneur de leur école de sorceleurs, mais on aura aussi une extension en solo, jouable en coop, bien évidemment, et qui reprendra un petit peu justement au jeu The Witcher 3 sur PS4, eh bien la thématique de la chasse sauvage, hein, je veux dire also parce que je mélange l'anglais et le français, autrement appelé en français la chasse sauvage, en anglais The Wild Hunt, avec son leader ici charismatique Eredin, qui aura droit à un add-on avec une miniature de Eredin à cheval pour 8 euros et qui était gratuite pour voilà, les backers du premier jour, hein, Early Bird. Mais bon, les voilà, les Metal Coins, les pièces de métal que j'ai mentionnées, hein. Bien évidemment, c'est quand même bien plus sympa d'y jouer avec des pièces de métal qu'avec des pièces en carton. De là à dire que c'est nécessaire, non. Mais 15 euros les 30 pièces de métal, à voir la qualité, elles ont l'air relativement simples, peut-être un petit peu cher, mais c'est pas non plus particulièrement onéreux comparativement à d'autres séries de pièces qu'on a pu voir. Voilà, les dés sont pas encore, font pas encore l'objet de add-on pour l'instant, j'ai l'impression. Même si récemment il y avait une autre campagne, aucun rapport avec Go On Board, mais une campagne pour des dés dans l'univers de The Witcher. Je ne sais pas s'il serait utilisable pour ce jeu-là, mais ça pourrait être marrant qu'ils fassent un crossover, une sorte de partenariat. Les stretch goals, vous avez donc le Adventure Pack à 168 cartes supplémentaires grâce à la campagne polonaise apparemment. Euh, L'extension Wild Hunt, qui vient donc apporter son lot de petites mini-extensions. Ensuite, quelques nouveaux monstres et j'allais dire leur caricature, mais non, leur miniature. Les médaillons de sorceleurs qui seront, comment dirais-je, plus en raccord avec les différentes écoles de sorceleurs disponibles. Encore des nouveaux monstres avec cette fois-ci la Night Wraith qui faisait bien flipper dans le jeu par contre, enfin en tout cas la première fois que je l'ai vu. Euh, Quelques petits tokens qui vont enfin apporter un peu d'intérêt aux monstres en fait, parce que c'est le seul reproche qu'on faisait un petit peu à The Witcher pour l'instant, c'est que les monstres avaient pas de grande différence en termes de gameplay quand on affrontait par exemple un Leshen ou un Necker, alors que dans le jeu vidéo il y avait des différences flagrantes de gameplay notamment.
quand on affrontait tel ou tel monstre. Et bien ces petits tokens, et ces petites cartes également de, combat, spécial, vont venir apporter un petit peu de différenciation, de d'asymétrie, si je puis dire, entre les différents monstres proposés dans le bestiaire. Et ça, c'est sympa. Et ce sera dans, Monster Trail Expansion, donc ce sera peut-être, dans la version Deluxe. Je ne sais pas si l'extension sera disponible avec la version standard. À vérifier un peu plus bas peut-être. Le 5e Witcher, hein, qu'on a, découvert, il y a quelques jours, très rapidement, puisqu'ils ont défoncé les stretch goals très, très rapidement évidemment. Hein, ils sont maintenant à plus de 2,8 millions, donc vous vous doutez bien que 695 000 €, c'était assez rapidement dépassé. Ce sera l'école de la Manticore avec donc son Witcher, bien évidemment. Ensuite, un petit token 3D de taverne fermée. Bon, je ne sais pas très bien encore à quoi elle servira, j'ai pas cherché dans les détails. Des tokens supplémentaires, encore des monstres, des petits noms que vous pourrez aller apposer à votre Witcher pour un peu plus d'immersion. Vous lui donnerez le nom que vous souhaiterez parmi 15 noms. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa, pourquoi pas. Ensuite, on aura un insert en plastique avec la couverture. Ah, avec une couverture pour le jeu, peut-être, j'imagine. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un insert en plastique de base, hein, plutôt que d'aller se fournir chez des entreprises spécialisées dans les inserts. Est-ce qu'il sera très bien fait? C'est une autre question, on verra. Ah si, les voilà, donc les dés customisés. Oh, ils sont pas aussi jolis que ceux que j'ai mentionnés un peu plus tôt d'une autre campagne, qui eux étaient en métal, enfin qui pouvaient être en métal si on les choisissait en métal. Mais ils sont quand même bien plus sympas que les dés de base, ceci dit, hein, là, rien à voir. Des cartes avec des bombes supplémentaires, encore un nouveau monstre, le Ekima, qui était très sympa également. Des bombes, encore un petit peu de nouveaux personnages de la Wild Hunt. Celui-ci, c'était Imlerith, le redoutable Imlerith avec sa masse, avec une sorte de visage. La petite extension Lost Mount. Alors, je me suis demandé quand je l'ai vu, est-ce que c'est une sorte d'hommage aux différents bugs qu'avait le jeu vidéo Witcher 3 à sa sortie? Qui ont vite été réglés, bien évidemment, mais je me demande si c'est pas une sorte de mini hommage un peu humoristique avec ce cheval sur une hutte comme ça. Je pense que c'est un peu le cas. On a également vu une extension, enfin pas une extension, mais une miniature supplémentaire de monstre qui est l'une des 3 sœurs que l'on affronte dans Witcher 3. Donc de là à penser que les 2 autres sœurs vont certainement faire leur apparition dans les jours à venir, il n'y a qu'un pas. Je pense que dans les stretch goals à venir, on verra les 2 sœurs, les 2 frangines se ramener également, je pense. Et là, c'est là que toutes ces miniatures, tous ces monstres supplémentaires, ce nouveau membre de la Wild Hunt ici, hein, de la chasse sauvage, c'est toutes ces choses qui vont aller apporter de la valeur au pledge Deluxe et qui me font penser que ça vaudra le coup d'aller sur le pledge Deluxe plutôt ou d'attendre la version magasin pour la version de base. Quelques nouvelles cartes, de nouveaux tokens également. Bon, pour l'instant, on est ici à 2,7 millions. On aura certainement d'autres nouveautés dans les stretch goals dans les jours à venir. Combien de jours restait-il 13 jours, donc presque 2 semaines encore de campagne pour venir vous joindre à cette meute de déjà 27 000 personnes plus les 5 000 Polonais, donc 30 000 personnes qui sont déjà sur la campagne. Voilà quelques aperçus de comment dire, du gameplay avec le deck building, sachant que le nombre de cartes en main composeront votre nombre de points de vie également, ce qui est assez original. J'ai pas encore vu ça jusqu'à présent. C'est assez sympa. Les petits jetons que vous ferez bouger sur votre plateau de sorceleur pour signifier votre évolution au fur et à mesure, votre évolution après avoir entraîné votre sorceleur. Voilà, votre deck à construire au fur et à mesure avec différentes habilités, différentes capacités et qui constitueront également le nombre de points de vie que vous aurez à votre disposition. Combattre des monstres, bien entendu, mais également combattre d'autres sorceleurs pour l'honneur de votre école. Les différentes critiques sont dithyrambiques. Board Game Co, qui est certainement la chaîne que je suis le plus personnellement, mais aussi King of Average, qui est souvent assez juste dans ses propos. Donc, visiblement,
tout le monde est très très séduit, comme quoi les jeux de licence sont pas toujours ratés. Ça a l'air d'être en tout cas une bien belle réussite avec un très, très très bon retour du public. En tout cas pour ceux qui ont pu le tester. Les frais de port, parlons-en un petit peu. Les frais de port, 20 € pour l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni. 24 pour le Canada, donc ça reste à peu près similaire. Par contre, pour chez nous, ouais, reste de l'Asie, on est sur du 35 €. C'est un petit peu cher en frais de port pour moi. L'univers m'attire beaucoup. Après, si j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo et les romans, j'ai toujours un petit peu peur de me lancer dans des jeux à licence pour les jeux de société. J'ai un peu peur d'être déçu. On a tenté avec Xavier le jeu du Seigneur des Anneaux. On n'a pas accroché du tout. Pourtant, on est tous les deux assez fans, surtout lui d'ailleurs, de l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais on n'avait pas accroché, quoi. On n'a pas ressenti de souffle épique. On a l'impression que les personnages que nous incarnions, à savoir Gimli et oh, j'ai perdu le nom de l'elfe qui l'accompagne, Legolas, aurait pu être remplacé par n'importe quel personnage de n'importe quelle œuvre de fantasy et ça aurait été la même chose, quoi. Bref, peut-être qu'on n'a pas joué suffisamment loin dans la campagne pour vraiment s'attacher au personnage qu'on était censé incarner, mais on n'a pas trop accroché. Bref. Witcher Old World, bien belle campagne, sacrée réussite. Donc Matago pour la France, hein, je l'avais bien dit tout à l'heure. Superbe campagne, avec un score qui risque de passer, peut-être pas des records quand même, ne exagérons pas, mais presque 3 millions d'euros actuellement. D'ici 2 semaines, est-ce qu'on atteindra 4 millions, 5 millions peut-être? Allez, je vais être un petit peu ambitieux, je vais dire 5 millions en comptant la campagne polonaise en parallèle. Je pense que c'est jouable. Ça m'attire pas mal quand même parce que j'aime beaucoup la licence, mais comme je disais, j'ai toujours un peu de mal avec les licences en jeu de société. On verra. Je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux actuellement qui m'intéressent, donc je pense que je ferai l'impasse. Peut-être qu'un jour en occasion, j'allais dire, mais parfois les occasions sont plus chères que les jeux, que les pledges. Donc bon, on verra. Mais j'aimerais bien essayer en tout cas. Ça a l'air quand même sympa. On passe ensuite à Adèle. Et non, je ne vais pas chanter. J'ai pas la tessiture qui correspond pour chanter les chansons d'Adèle, et ça n'a de toute façon aucun rapport avec la chanteuse Adèle. C'est un projet espagnol qui nous vient de Barcelona pour DMZ Games, un premier projet qui fait plutôt un beau score, 650 contributeurs pour ce petit jeu de survie dans une sorte de station spatiale, dans un vaisseau spatial en direction de Mars. Et c'est un jeu qui va opposer un joueur à tous les autres, un petit peu comme Foxite. Vous savez, ce petit jeu qu'on a présenté très récemment, ce petit jeu japonais qu'on a présenté avec Xavier et que vous êtes assez peu nombreux à avoir vu pour l'instant. Allez voir la vidéo sur Foxite. Tiens, on va faire une deuxième tentative. Peut-être qu'il sera là. Peut-être. Ou peut-être pas. Enfin, plutôt plus haut d'ailleurs, parce que bref, on verra si j'y arrive. Bref, il y a une certaine similarité avec Foxside qu'on avait présenté récemment avec Xavier sur la chaîne, mais avec un univers tout à fait différent par contre. Puisqu'il il s'agit donc d'un vaisseau, le Deimos, qui rappellera des souvenirs aux amateurs de l'astronomie, pardon, pas l'astrologie, aucun rapport, de l'astronomie, mais également aux fans de Terraforming Mars, Deimos. Donc en route pour Mars, ce vaisseau, eh bien, l'IA, l'intelligence artificielle qui s'y trouve, va simplement essayer de mettre à mort tous ceux qui s'y trouvent. Sympa. Alors, DA très sympa, très orange-jaune, mais très agréable à l'œil, je trouve. Disponible en anglais, en espagnol et en allemand, mais malheureusement pas en français. Pas encore, tout du moins. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Avec donc le petit plateau de jeu, avec les différentes pièces que Adèle, donc l'intelligence artificielle, cherchera à bloquer, à enflammer, bref, à mettre à mort tous les occupants de ce vaisseau. Alors vous avez ici la console de contrôle de Adèle, du joueur qui représentera l'intelligence artificielle, puis ensuite les différents personnages que vous pourrez incarner qui seront légèrement asymétriques, qui n'auront pas tous les mêmes fonctions et les mêmes possibilités d'action, bien évidemment.
Quelques dés, quelques objets. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que ferait un petit ourson en peluche, mais pourquoi pas après tout? Dans une, station spatiale ou dans un vaisseau spatial en direction de Mars. En termes de mécanique, puisque je n'en ai pas encore parlé, là, on aura plutôt du mouvement de zone au sein de ce vaisseau que vous pouvez voir ici, mais également des actions cachées, bien évidemment, puisqu'on aura chacun un petit, paravent, en tout cas pour les joueurs des cosmonautes, un petit paravent pour cacher ses actions, de la gestion de main, du pick-up and delivery apparemment également, et également quelques événements, scénaristiques qui viendront, heu, changer le cours du jeu. Et puis bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, guessing and predicting, donc de la prédiction, hein. On va essayer de deviner ce que seront amenés à faire nos adversaires ou notre adversaire si c'est Adèle, au cours du jeu. Voilà. En stretch goal déjà unlock, on aura notamment un solo bientôt. Il n'est pas encore débloqué, mais à 25 000 euros, il y aura un solo qui permettra d'affronter tous ensemble une IA. C'est véritablement une IA pour le coup, Adèle, l'intelligence artificielle, qui sera elle-même représentée par une IA faite par les créateurs du jeu. Donc ça pourrait être très sympa. Ça tournera en fait, ça changera le jeu en un jeu coop. Et pas mal de Kickstarter exclusifs d'ailleurs, hein, si vous voyez tous ces stretch goals là en exclusivité sur KS. De toute façon, je suis pas sûr qu'on soit prêt de le trouver en magasin, donc autant y aller sur Kickstarter. D'autant que le jeu est pas spécialement très 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 cher, et en plus le shipping, vous vous en doutez, c'est un projet barcelonais, donc espagnol, ou catalan selon les affinités. Ce sera donc 12 €, enfin entre 10 et 12 € pour l'Europe de l'Ouest, un peu plus cher pour les autres. Canada 20-25, c'est un petit peu plus cher. Pour chez nous, ce sera 20 à 40. Bon, je ne comptais pas le prendre de toute manière, mais bon, c'est un projet assez séduisant pour un projet d'une compagnie relativement jeune, visiblement, qui fait en tout cas son premier projet Kickstarter. Donc, sympatoche. Et en plus, le jeu sera livré en octobre prochain. Donc, c'est pas un projet pour lequel il vous sera nécessaire d'attendre 1 an et demi, 2 ans pour recevoir votre copie, à moins de retard, bien évidemment, ce qui est tout sauf impossible sur Kickstarter. Mais en tout cas, ça a l'air relativement sympa. J'ai pas encore vu les prix. Alors regardons, c'était pas très, très cher si je me souviens bien. 40 € pour le crew member qui vous donne accès à la copie, de base du jeu, plus tous les stretch goals. 136 pour le full crew qui inclut 4 copies du jeu. Donc c'est pour les magasins, pour les retailers. Donc 40 € du coup. C'est pas spécialement très onéreux pour un jeu de ce type, 40 €. J'arrive plus à articuler parce que j'ai la gorge hyper sèche, donc excusez-moi, je prends une petite lampée. Mmh. Je bois bruyamment. Voilà. 40 €, c'est pas spécialement très, très, très onéreux pour le type de jeu que c'est. Même si le matos a pas l'air fou, il a pas l'air mal non plus. J'irais jusqu'à dire que c'est plus joli qu'un Terraforming Mars, mais c'est pas du tout le même genre de jeu en fait, même si ça se passe dans l'espace également. Mais bon, bref, un petit jeu qui a l'air assez sympa pour un premier porteur de projet, pourquoi pas? Si ça vous tente, moi je trouve ça assez sympa. On continue avec Space Kraken. Alors Space Kraken, je vais le découvrir en même temps que vous parce que en fait, je l'avais pas vu dans les jours précédents. Donc je l'ai vu juste quand je préparais tout à l'heure. Donc on va le découvrir ensemble. Alors déjà, à première vue, vous avez une version française qui sera disponible. Donc c'est déjà ça de gagner. Il reste 19 jours, on a déjà 1030 contributeurs pour ce projet de Markus Geiger, l'allemand. Euh, Comment s'appelle son entreprise? Aucune idée. Bref, Markus Geiger, il a déjà fait 7 projets. Est-ce qu'il y en a certains qu'on connaît là-dedans? Ouais, donc des tuiles custom pour Terraforming Mars, d'accord, mais ça, c'est pas un jeu. Bah écoutez, moi je connais pas. Il me semble avoir vu tourner ces deux-là, mais je n'aurais pas de certitude. Donc c'est le premier gros projet, j'ai l'impression quand même, pour Markus Geiger. Et ma foi, la réception est plutôt bonne, puisque 1030 contributeurs en quelques jours, c'est plutôt pas mal. On est sur un jeu de science-fiction, un jeu de dungeon crawler, donc de donjon, de conquête de donjon en science-fiction. Donc ça reprend, j'imagine, des mécaniques de dungeon crawler, mais dans une thématique de science-fiction, avec encore un vaisseau dans l'espace, visiblement. On a un jeu qui est pour 1 à 4 joueurs, donc encore une fois un mode solo.
Alors, regardons un petit peu ensemble. Je n'y connais rien, attention, hein. 45 minutes ou moins, apparemment, pour 14 ans et plus, où on va prendre les commandes de notre propre vaisseau spatial. Apparemment, tout se trouvera dans un simple livre, dans un seul livre. Alors, à confirmer, on verra. Peut-être pas de plateau, peut-être juste ce livre dans lequel on joue. On va voir ensemble. Pas besoin de trier les cartes et les tokens, c'est prêt à être utilisé, prêt à jouer en quelques secondes apparemment, ce qui est très intéressant parce que généralement la mise en place, c'est quand même la partie un peu plus chiante pour tout le monde. On peut jouer seul ou jusqu'à 4, ça combine un petit peu des mécaniques de dungeon crawler avec un petit peu de jeu de rôle et de jeu de stratégie. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre là-dedans, ma foi? On a un petit peu d'explications sur l'univers, visiblement légèrement futuriste, mais avec un peu de SF. D'accord, avec un kraken génétiquement modifié qui a attaqué notre Terre avec l'intention de nettoyer les océans de la Terre, d'accord. Ah d'accord, c'est nous qui l'avions créé en fait, hein, d'accord, Mankind Created. Donc en fait, un kraken géant créé et génétiquement modifié par l'humanité il y a des années avec pour but de nettoyer les océans. Et apparemment, ça avait bien marché au début. Mais durant un conflit naval, le Kraken a été attaqué avec une arme nucléaire sous-marine. Et puis à partir de là, c'est parti. On va pas être vulgaire, hein. On va pas être vulgaire. Mais c'est parti très très mal. Ça a tourné en autre boudin, tiens. Utilisons des expressions usagées. Non, usagées, pas usagées. Vieillotte. Vieillotte. Je vous l'avais dit la semaine dernière, quand je dépasse une certaine durée de vidéo, mon syndrome Van Damme reprend le dessus. Et là, visiblement, c'est le signe qu'il faut que j'arrête bientôt. J'ai l'impression que j'ai moins parlé que la semaine dernière quand même, mais il me reste encore une dizaine de projets, donc il faut que j'accélère un petit peu. Donc c'est disponible en français, on l'a déjà dit. Allons voir un petit peu. Donc, plusieurs mondes au sein d'un même livre. Donc apparemment, c'est véritablement 100 plateaux, et ça a l'air d'être intéressant. Avec la possibilité de se faire un équipage tout entier, avec des armes, bien évidemment, des maps d'exploration. D'accord. Exploration de donjons. Ok. Le- Ça a l'air assez original en tout cas. Je ne sais pas encore trop bien quoi en penser, mais ça a l'air assez original sur le concept. Donc on va devoir choisir un mode de jeu bien évidemment, choisir notre vaisseau, choisir notre effectif, notre équipage, modifier notre équipage et l'équiper de différentes armes et items. Ensuite, avancer à travers les différentes phases de jeu et refaire les différents embranchements d'histoire que nous propose le jeu. D'accord, des combats space flights, pas fights. D'accord. Donc, on va aller faire des voyages spatiaux, de l'exploration de donjons, mais quel type de donjon? J'ai pas trop fouillé, j'avoue. Du combat, bien évidemment. Ok, on aura un mode multijoueur. Différent, peut-être, mode multijoueur, apparemment. Le vaisseau aura peut-être une modélisation en 3D, à voir, je sais pas. Les artworks sont très sympas, c'est vrai. Ouais. Artwork assez sympatoche. J'aime bien la direction artistique. Friendship pour la scie électrique. Comment on appelle ça déjà en français? Chainsaw. Euh... Oh, j'arrive pas à retrouver le mot. Bref. Foutez-vous de moi, foutez-vous de moi. C'est autorisé. Des différentes peut-être races d'aliens également qu'on sera amené à rencontrer visiblement. Alors, les pledge levels, où sont-ils? Faut pas les prix. On les retrouvera au pire dans la colonne de droite. Space Kraken, your own story. Ah, on peut être dépeint en tant que personnage du jeu, ça peut être sympa aussi, mais ça va être assez coûteux par contre, à voir. Les différents add-ons qui eux, ont bien leur prix affiché ici. D'accord, il y a tout un tas d'options à regarder. Je ne vais pas le faire dans les détails parce que j'ai pas envie d'alourdir trop la vidéo pour un jeu sur lequel je ne me suis pas penché suffisamment. Mais il y a un paquet d'options à aller voir avant de faire son choix, visiblement, hein.
Bref, regardons un petit peu les niveaux de pledge de base, hein. Digital Edition, on s'en fout. Standard Edition, voilà, l'édition de base à 39 €. Bon, c'est pas foufou en termes de prix. Avec le core book, donc qui n'a pas de plateau, donc ce sera véritablement donc ce livret uniquement. Il y aura aussi une version print and play, donc vous pourrez y jouer avant de recevoir le jeu à proprement parler. Les updates et le Play Manager, oui, bon, vous aurez accès au Play Manager, ce qui est tout à fait normal. Livraison en mars, d'accord. 69 €, donc 30 € de plus. Qu'est-ce que ça nous apporte? Fall sticker and fall pen, donc ouais, d'accord. Ok, donc un petit peu de matos supplémentaire, des stickers en foil, donc elle est un peu brillant, pardon, un petit peu brillant. Un artbook, un notepad, une soundtrack, d'accord. On pourrait également télécharger une bande son pour accompagner le jeu, ce qui est sympa. Le print and play. Ok, bon, ça me paraît un petit peu cher. 30 € de plus par rapport à l'édition standard pour ce que ça semble vouloir fournir en plus. Pourquoi pas, on verra. 149, alors on a atteint 150 $ pour l'Epic Edition. Qu'est-ce que ça va nous apporter là par contre? World's Compendium, donc j'imagine peut-être une extension. Crazy Maneuvers, certainement également. Species Compendium, ouais, donc des ajouts dans le livre, je pense. Un set 2D, d'accord. Et tout ce qu'on a vu précédemment. D'accord, donc c'est quand même pas mal d'extensions supplémentaires, mais pour 60 € de plus. Non, plus. 80 € de plus. Ouf, ça commence à piquer un petit peu. 199 avec Your Own Story. Là, je pense que c'est pour avoir son visage à l'intérieur du jeu. Get Named, ouais. Je pense que c'est ça. 249, ah non, c'est ça, Get Painted as a Hero. Donc, être dépeint en tant que personnage jouable, 250 €. Ouais, ça fait très très cher pour avoir juste son propre personnage dedans. Après, pour faire un cadeau, ça peut être sympa. Je sais que Xavier a fait ça pour sa femme avec un jeu qu'il avait backé il y a quelques temps, avec le visage de sa femme comme l'un des personnages jouables. Ça, c'était très sympa comme cadeau. Mais si c'est juste votre visage dans le jeu, je trouve pas que ça va être tellement la peine. Ouais, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je connais très mal le jeu. Apparemment, c'est pas trop mon délire, mais ça a l'air de faire un plutôt beau succès, donc ça trouve son public en tout cas. On continue avec un petit projet mimi, très mimi, qui s'appelle Robot Quest Arena. Donc, combat d'arène avec des petits robots, avec des miniatures pré-peintes. Elles seront véritablement comme ça. Les miniatures sont vraiment très très bien foutues, très mignonnes. Donc, c'est du combat de robots au sein d'une arène avec du deck building par les créateurs de Star Realms, qu'on ne présente plus. Ce jeu de deck building, c'est l'un des jeux de deck building ultime. Et donc, c'est peut-être aussi l'une des justifications à ce nombre de backers relativement conséquent pour un projet qui pourtant passait un petit peu inaperçu, mine de rien. Donc, un projet porté par Robert Doherty, qui nous avait déjà proposé différents projets, notamment Star Realms, bien évidemment, mais également plus récemment Kapow, qui n'avait pas fait un score foufou. Bon, on y préférera quand même Dice Throne dans un univers un petit peu vaguement similaire. Sorcerer Endbringer, qui avait fait quand même un beau score, par contre. Donc, tous les Star Realms, les petites extensions, etc., qui s'en suivent également avec 12 000 pour Star Realms, hein, pour Frontiers notamment. Donc là, on n'est pas parti pour faire un score similaire à Star Realms, parce que peut-être aussi l'univers et la direction artistique sont quand même un peu plus abordables pour des jeunes, des enfants. Donc peut-être que ça attire un petit peu moins les joueurs de Star Realms pour cette raison, à moins qu'ils veuillent jouer avec leurs enfants. Et de ce point de vue-là, ça a l'air, ma foi, très très sympa. Alors donc, comme je le disais, jeu de 2 à 4 joueurs, édité par les créateurs de Star Realms, avec 4 héros qui auront chacun leur petit robot tout mignon. Donc ce sera du combat d'arène avec du deck building pour renforcer votre robot au fur et à mesure du combat, du déplacement sur une grille qui constituera donc votre arène de combat, et également du respawn, c'est-à-dire que quand on va être mis KO par nos adversaires, on va revenir au centre de la grille de combat, de l'arène de combat. Donc il n'y aura pas de temps mort et apparemment c'est très très nerveux. Voilà, le jeu de base sera à 49 $, plus tous les KS exclusifs, bien entendu, où vous aurez un high-tech tier à 89 $ qui viendra vous fournir 3 robots supplémentaires. Et les personnes qui sont derrière, les robots qui les manient, bien évidemment, très bien présentés en tout cas, ces 3 robots. Et les miniatures sont vraiment super, super qualitatives. Elles sont très très belles et en plus, elles sont pré-peintes, donc moi je dis banco. Les jeux d'arène, plus le fait que ce soit avec un univers plutôt, comment dire?
children friendly, comment dirait-on en français? Plutôt à portée des enfants, plutôt cherchant à attirer le public, jeune, fait que ça m'intéresse assez peu. J'aimerais bien y jouer éventuellement avec mon neveu, par exemple, mais il est encore un petit poil jeune et je sais pas si le projet est disponible en français, je crois pas avoir vu ça. Non, il est pas disponible en français pour l'instant, mais qui dit Star Realms dit potentielle sortie en français un jour, donc à suivre. Pas mal d'exclusivités KS dans les stretch goals, donc qui viennent rajouter plein de petites cartes, pour aller augmenter, votre deck avec des cartes très sympas, hein, des skateboards à propulsion, etc. Donc, ça a l'air quand même assez sympatoche en termes de gameplay, je pense. Ça va être marrant à jouer avec la famille ou avec des petits jeunes, ça va être très très sympa. Et quand même, encore une fois, hein, ces miniatures vraiment super cool. Pas de VF malheureusement pour le moment. Des extensions, donc 3 nouveaux robots qui seront KS exclusifs, comme j'ai pu les montrer un peu plus tôt, et qui permettront de jouer jusqu'à 7 joueurs, hein, et non 4, comme je l'ai dit au début. 1 à 4 joueurs, 2 à 4 joueurs, pardon, il n'y a pas de solo. 1 à 4 joueurs, 2, ouh là 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 là, la fatigue. 2 à 4 joueurs, puis jusqu'à 7 joueurs si vous prenez les 3 robots supplémentaires qui seront également disponibles en add-on. Ensuite, regardons un peu plus donc les trois robots, hein, Jaws, Kettle et Dozer. Ils seront pas en add-on? Non, c'est peut-être des caisses exclusives, j'ai pas fait attention. Les frais de port. Les frais de port, par contre, si je me souviens bien, sont un petit peu chéros. On va vérifier ça tout de suite. Alors, pour le Canada, 17 à 27 dollars. Bon, ça reste à peu près convenable, même si ça fait une fourchette quand même de 10 dollars. Europe, 16 à 29. Bon, pour le type de jeu que c'est et pour le prix du jeu de base, c'est un petit peu cher. Et pour nous, voilà, la fourchette se transforme encore une fois en râteau entre 29 et 59 dollars. Donc non, je n'irai pas malheureusement, mais ça a l'air très sympa. Je regarde juste si tous les robots supplémentaires sont exclusifs AKS ou si c'est juste Dozer. Pas précisé, mais je pense que c'est tous les 3 robots supplémentaires qui sont certainement exclusifs AKS. Bref, un joli petit projet qui a l'air vraiment, en plus, sympa à jouer et en plus très agréable à l'œil. Je n'irai pas pour des tas de raisons que je ne vais pas répéter à chaque fois, mais voilà. Je le conseillerais malgré tout. Ensuite, Ship in Disguise, je vous le montre juste comme ça, si vous voulez aller voir sur la page ce que ça donne. C'est quand même, mine de rien, 1090 contributeurs. Il reste 3 semaines. Ça ne m'attire pas du tout. Je vois à peu près le type de jeu que ça peut être, mais non, je vois bien que c'est pas pour moi. 2 à 6 joueurs, 20 à 45 minutes, 10 ans et plus, avec des moutons un peu tarés. Bon. Et un petit peu de gore quelque part, si je me souviens bien aussi. Peut-être une extension avec un peu de gore. Voilà, celle-ci par exemple. Non, c'est pas du tout pour moi, mais je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous. D'autant qu'il me semble que c'est pas très très cher, voilà, 20 dollars. Bon, voilà, 35 si vous prenez une extension en plus, ou 49 si vous prenez toutes les extensions, etc. Bon. Moi, ça ne me vend pas du rêve, mais je pense que ça peut en intéresser certains. On passe à Paris l'Étoile, qui n'est pas un jeu français, contrairement à ce que le titre peut faire penser, mais vous connaissez certainement déjà, puisque Paris est sorti il y a 1 an et demi, peut-être, un truc comme ça. Jeu du duo allemand Wolfgang Kramer et pourquoi je prononce Kramer à l'anglaise alors que c'est des Allemands? Kramer. Non, c'est encore non, c'est pas très sympa. Et Michael Kisling, j'imagine. Pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes, 12 ans et plus. C'est une extension du jeu Paris de chez Game Brewer qu'on a retrouvé très récemment pour Hippocrate, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Hippocrate. Ou pour Stroganoff également très récemment. Ils sont très actifs depuis quelques temps. Rulebenders avait fait un semi-bid par contre, 727 contributeurs. Il y avait eu 2000 contributeurs pour Paris à la base. C'était aussi eux qui avaient fait Fujikoro ou Gugong par exemple ainsi. Ça j'avais un peu oublié. Voilà, donc pour Paris Étoile, donc l'extension qui vient rajouter un petit peu de nouveauté gameplay. Donc la base, c'est du set collection, du placement de tuiles. L'extension va rajouter des tuiles bonus, bien évidemment.
pour une rejouabilité accrue, mais rien de très très révolutionnaire, ceci dit. Vous pouvez aussi acquérir la Big Box avec donc le jeu de base plus la nouvelle extension pour 99 $, ce qui correspond au prix du pledge du jeu précédent, plus le pledge de l'extension. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Avec donc notre célèbre place de l'étoile avec l'arc de triomphe qui se trouve en son centre. Et donc, vous allez chercher à acquérir différents bâtiments, à développer des monuments iconiques de la ville de Paris. Vous aurez accès à ce petit insert customisé de chez Meeple Maker également. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît relativement bien le jeu. Je ne vais pas passer trop de temps. Vous aurez éventuellement des pièces de métal qui, pour ce type de jeu-là, me semblent pas nécessaires. Mais bon, de toute façon, c'est jamais vraiment nécessaire des pièces de métal. Le jeu bien évidemment disponible en français, comme vous vous en doutez, hein, le jeu de base l'étant déjà de toute façon. C'est un jeu qui est relativement bien apprécié, hein, 7,4 je crois sur BGG, donc plutôt une bonne note. Le shipping, on sera pour la Belgique à 24 pour la Big Box, hein, avec le jeu de base plus l'extension, seulement 5 pour l'extension de base, hein. Pour la France, c'est juste en dessous, donc 8, un peu plus cher que pour la Belgique, étrangement. 8 pour l'extension de base, 29 pour la Big Box, avec donc l'extension et le jeu de base. Les Canadiens, où êtes-vous les Canadiens? Ah bah c'est en même temps, France et Canada, c'est au même endroit. Et pour nous, au Japon, ce sera 11 pour l'extension, 35 pour la Big Box, bon c'est pas très très différent. Voilà, malgré le thème qui pourrait être intéressant pour le boulot, c'est trop lourd pour un jeu que je pourrais utiliser au boulot. Et le type de jeu me correspond pas vraiment non plus. Donc je n'irai pas, mais bon, le jeu a fait ses preuves. On passe rapidement, parce que là encore, comme tout à l'heure avec le jeu dont j'ai oublié le nom, Space Kraken, Castlescape aussi, je l'ai découvert un petit peu sur le tard. Donc ça va être très très rapide. Castlescape, premier projet de, comment s'appelle-t-elle? Praetorian Board Games. C'est un projet qui est son premier projet, mais si c'est écrit ici deux projets créés, parce que le premier en fait c'était le même, mais qu'il relance parce qu'il l'avait annulé. Donc premier projet pour 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes pour 14 ans et plus, où il s'agit de construire un château en compétition avec d'autres guildes pour satisfaire le roi. Alors, vous aurez un plateau sur lequel vous allez poser des microscopiques petites tuiles qui sont en fait autant de petites tours que vous allez ajouter à votre château, etc. En fait, il s'agira plus ou moins d'un deck building avec du contrôle de territoire, de majorité sur le territoire, avec tout un tas de cartes, bien sûr, pour votre deck building. La DA, la direction artistique, est pas folle. À tous les murs du château que vous trouvez ici en petite miniature, bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas fou en termes de direction artistique. C'est pas moche, hein, mais ça me vend pas du rêve, quoi. Le plateau non plus. Le matos, ça n'a pas l'air non plus magnifique. Les cartes sont très très basiques. Elles font le job, hein, pas de problème. Les miniatures de murs de château aussi, mais sans non plus attirer l'œil plus que, je veux dire, plus que nécessaire. Il faudrait que ça attire plus que ça, en fait. Pour moi, en tout cas. Donc là, moi, c'est un projet qui m'attire pas trop, mais bon, ceci dit, ils ont déjà... Ah non, pas encore. Ils n'ont pas encore débloqué le plastic insert, donc l'insert en plastique qui viendra. Ils n'ont pas encore vraiment financé le jeu, apparemment. Il reste encore... oui, bon, ça va venir, hein, ils sont à 90% plus ou moins. Donc voilà, à suivre. Pour le shipping, pour les frais de port, ce sera pour l'Europe 14 à 25 dollars plus les frais les taxes sur la valeur ajoutée qui viendront s'ajouter en plus au prix. Pour chez nous, ce sera de 20 à 45, mais sans les taxes, j'imagine, contrairement à vous. Mais bon, voilà un projet qui m'attire pas outre mesure, mais bon, voilà. Si ça en intéresse quelques-uns qui sont un peu plus friands de châteaux, de construction de châteaux que je ne le suis, peut-être que ça pourrait intéresser Xavier, je sais pas, mais je pense qu'il ne le prendrait pas de toute manière. Voilà pour Castlescape. Ensuite, on passe à Jungla, qui... c'est un peu le beat de la semaine, quoi, visiblement. Projet italien, Jungla. Revenons là-dessus. C'est le premier projet, d'ailleurs, de WoW Game. Apparemment, ils ont nommé leur compagnie UAO pour qu'on prononce WoW.
Voilà, donc je respecte leur volonté. Wow Game qui nous propose donc un premier projet Jungla pour 2 joueurs entre 30 et 120 minutes. Donc là, on a aussi une grosse fourchette pour 8 ans et plus, et dans lequel eh bien, on va se combattre entre factions de lions et de tigres pour le contrôle de la jungle, pour le pouvoir. Donc, comme vous avez vu ici, on a une grille sur laquelle on va être amené à déplacer nos différentes unités maritimes ou terrestres pour aller se maraver les uns les autres avec des petits standees, ma foi, pas très très jolis. Mais il y a une VF, enfin il y a une VF si tant est que le jeu se finance, parce que là on est très 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 loin de réussir cette campagne. Ça sent un peu l'annulation pour peut-être pouvoir revenir plus tard avec une campagne un peu mieux organisée, un peu mieux présentée, peut-être plus d'argent dépensé sur la communication ou sur la promotion du jeu, je sais pas. Enfin, ceci dit, mine de rien, il y a quand même pas mal de critiques, dont une de Martin, je crois. Ouais, en italien, en anglais, en allemand, en espagnol. Et voilà, donc ouais, Martin de la Société des Jeux qui a fait sa critique également. Je n'ai pas encore vu parce que le jeu ne m'intéresse pas, mais bon. C'est étonnant que du coup, malgré toutes ces critiques, ça bide à ce point-là. Alors après, bon, c'est vrai que vous allez voir avec moi que les niveaux de pledge sont bizarres. On a 41 € pour le jeu de base avec un coloring book, donc un livre à colorier. Bon, pourquoi pas, pour les enfants. Et des masques contre le Covid. Ouais, je suis pas sûr que c'est ce que quelqu'un vient. Pas sûr que ce soit quelque chose que on vienne chercher quand on pledge un jeu. Mais bon, après tout, pourquoi pas. 49, on vient ajouter un artbook. 79 avec un dessin de soi-même au milieu des personnages du jeu. Bref, il y a des niveaux de pledge assez bizarres, je trouve. Mais pourquoi pas. Un artwork aussi qui vient accompagner pour 150 €, pardon. Bon, je pense que ça va pas très bien se terminer pour cette campagne en tout cas. Certainement, on va les retrouver quelques semaines ou quelques mois plus tard, mais je pense que pour cette fois, ça va certainement être annulé dans les jours à venir, à moins qu'ils essayent vraiment de pousser jusqu'au bout pour avoir un financement ric-rac. Je sais pas, à voir si c'est la bonne stratégie ou pas. Voilà pour Jungla, je passe rapidement. On retrouve ensuite l'île des chats, The Isle of Cats, avec une extension Don't Forget the Kittens. C'est pas le nom de l'extension d'ailleurs, c'est juste le nom de la campagne. Pour l'île des chats qui nous revient après un superbe succès à sa sortie en magasin, mais également un très beau succès sur Kickstarter quand il était sorti. 8000 contributeurs. Ça fait combien de temps que le premier projet était sorti? Ça devait être 2018, 2019, un truc comme ça? 2019. 2019, d'accord, donc ça fait 2 ans. Et donc le jeu nous revient avec une double extension en fait. Alors, de 1 à 4 joueurs, donc le solo bien évidemment, et 6 avec l'extension. Donc on va pouvoir augmenter le nombre de joueurs pour 60 à 90 minutes. Alors il s'agit toujours d'aller sauver des chats sur une île, des chats un petit peu spéciaux, hein, un petit peu euh, extraterrestres hein, sur les bords. Donc des chats avec des tuiles en polyomino, si on veut, différentes formes variées que l'on va aller secourir et accueillir sur notre bateau. Et il faudra essayer de mettre le plus de chats possible et peut-être avec des combinaisons de couleurs, etc. J'ai jamais joué au jeu, hein, je ne vous le cache pas, parce que la thématique ne m'intéresse pas, mais c'est un sacré beau succès avec 8.0 de moyenne sur BGG, ce qui est assez fou comme score. Je crois qu'il est aux portes du top 100 d'ailleurs, hein, d'être en 102, ouais, position 102 sur BGG. Donc c'est un jeu qui a vraiment pris le monde ludique par surprise et qui a vraiment reçu un très très bel accueil. C'est un jeu de draft avec du placement de tuiles, donc en polyomino, avec des missions cachées pour chacun des joueurs qui y participent. Et c'est un jeu de set collection, évidemment. On va essayer de comment dire, combiner différents chats qu'on va accueillir sur notre bateau. Et là, ils ont un nombre de pledges différents assez importants. euh, pour qui viendrait y jeter un œil pour la première fois sans connaître vraiment le jeu de base, c'est un peu un casse-tête pour trouver le pledge qui nous correspond. Alors, ils ont fait toute une sorte de mind map pour s'y repérer un peu plus facilement.
Je ne me suis pas trop plongé dedans, mais il y a 6, 7, 8 niveaux de pledge différents, selon si vous avez déjà le jeu ou non, selon si vous voulez certains upgrades, des petits pins en enamel aussi, etc. Alors, voilà les extensions. Donc, on a une extension Kitten, donc une extension chaton, avec des tuiles plus petites. On a une extension Beast, avec des chats bien plus massifs. D'ailleurs, pas que des chats, parce qu'ici, on voit clairement un chien, en fait. Hein. Et là, c'est pas non plus un chat là-dessus. Hein. Donc, des bêtes, disons. Des monstres un peu différents des chats qu'on a l'habitude de voir dans le jeu, avec des formes un peu différentes, peut-être plus massifs également, je ne sais pas. On a aussi un event module, donc un module avec des événements, avec des rats, qui viendra également modifier apparemment les scorings. Vous aurez aussi des nouveaux bateaux, donc qui auront un nombre de cases certainement équivalent, mais avec des formes différentes, et donc qui viendront apporter un peu plus de rejouabilité encore. Un insert disponible aussi, très joli insert, apparemment en bois, qui viendra s'intégrer à la boîte pour ranger plus facilement votre jeu et le ressortir, l'installer plus rapidement également. Voilà. Une extension avec Explore and Draw. Ah, donc ça c'est un standalone par contre, donc un jeu que vous pourrez jouer à part entière sans. Enfin, vous aurez certainement besoin du jeu de base, mais vous n'aurez pas besoin de sortir le jeu de base pour pouvoir y jouer, et qui vous offrira une expérience totalement nouvelle de l'île des chats. En addition, donc en plus du jeu de base, ça viendra avec un petit support apparemment pour jouer à distance. D'accord. Qui vous permettra donc de jouer en connexion internet avec vos amis ou jouer en solo également. Et dans le solo, en fait, vous affronterez votre sœur. Bon. Voilà quelques explications supplémentaires. Les pins en enamel que j'ai mentionné plus tôt, mais qui porte encore des pins? Je sais pas. Au Japon, un petit peu, ceci dit. Voilà, donc le jeu est toujours aussi beau en termes de matos, hein, c'est très très joli, si tant est qu'on aime la direction artistique, les chatons, etc. C'est très joli, le matériel était très très bien foutu déjà à la base, c'est encore le cas bien évidemment. Je vais pas aller dans tous les pledges en détail parce qu'il y en a un paquet vraiment. Je dirais juste que pour les gens qui n'ont pas le jeu de base, voilà, pour les gens qui n'ont pas le jeu de base, vous avez le New Arrival Starter Kit avec le jeu de base, plus Kitten and Beasts, plus le Boat Pack, donc tous les nouveaux bateaux, pour 90 livres, donc environ 100 euros. Voilà. Pour ceux qui ont déjà le jeu de base, vous trouverez quelques pledges différents avec le nom vétéran 1, 2, 3, 4, qui viendront vous apporter des choses supplémentaires. Si vous voulez seulement les extensions, ce sera 43 livres. Voilà. Donc j'irai pas plus loin. Les frais de port, où étaient-ils? Ou par contre, vous voyez que la page est énorme. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un petit peu trop lourd, je trouve, en termes de campagne. Il faut défiler un quart d'heure pour trouver certaines informations. C'est un petit peu lourd. Mais bon, au moins tout y est. Si tant est que vous arriviez à le trouver. Alors voilà, les frais de port. Donc Europe, Belgique, France, 10 pour les vétérans. Pour les nouveaux qui n'ont pas encore le matos, ce sera 22. Canada, où es-tu Canada? Plus haut? Canada, 9, 13, 19, c'est un peu moins cher. D'accord. Et chez nous, en Asie, Japon, 20, 24, 30, c'est un peu plus cher, bien évidemment. Rien de très surprenant. Donc voilà pour l'île des chats, avec 2 petites extensions et des nouveaux bateaux. Ensuite, on passe à un projet français de chez Capsicum Games, si je prononce bien, Fighters of the Pacific. Donc là, on est sur une sorte de wargame avec la guerre du Pacifique entre les Japonais et les Américains, qui dominera le ciel de l'Asie du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment. Donc, projet qui passe relativement inaperçu parce que tout simplement Capsicum Games n'est pas encore très connu, mais mine de rien, beau début. Alors après, c'est un public très très spécifique. Hein. Les wargames, c'est pas le même public que les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de société. Mais malgré tout, il a su trouver son public visiblement avec déjà 566 contributeurs, donc bravo à eux.
Donc, projet français pour 2 joueurs, 120 minutes, 14 ans et plus, où vous contrôlerez donc soit les Japonais, soit les Américains, en tout cas les forces aériennes. C'est un jeu avec apparemment très très peu de hasard, hein, ici on le dit, un jeu de guerre qui ne laisse aucune place au hasard, à la chance, avec un gameplay accessible mais subtil et donc profond. Donc voilà, donc comme souvent les wargames, jeu assez exigeant en termes de gameplay, pas forcément facile à prendre en main au début. Ça a l'air d'être le cas avec cette énorme grille au-dessus de l'océan. Ceci dit, le plateau sera modulable, puisqu'en fait ce seront différentes tuiles de puzzle à assembler euh, pour refaire de nouvelles maps à chaque fois, avec des factions différentes. En veux-tu, en voilà, hein. Vous allez voir qu'il y a un paquet de factions japonaises et américaines avec des extensions aussi. Donc voilà, pas mal de matos. C'est assez joli à l'œil. Moi, je suis pas du tout wargame, donc c'est pas du tout, je suis pas du tout le public visé. 45 € pour le jeu de base, 80 avec 2 extensions supplémentaires. J'ai pas trop idée des prix des wargames en fait, donc je saurais pas vous dire. Ce pledge-là avec la pièce métallique d'initiative n'est plus disponible parce que c'était seulement pour les 500 premiers backers. Donc ça, c'est déjà parti. Ça, c'est pour les magasins. Donc en stretch goal, on a des nouvelles unités. J'aime bien l'hommage au film avec Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un scénario, d'accord. Il y aura pas mal de scénarios aussi pour vos différentes batailles. La préparation de la bataille sera différente, bien évidemment. Les stretch goals, c'est bon. On va voir rapidement le shipping. Alors, première zone, donc c'est l'Europe de l'Est avec la France notamment, la Belgique, pour 10 à 20 €. Le Canada, où est le Canada là-dedans? C'est ici, 20 à 36 €, donc un petit peu plus cher. Et nous, 25 à 30 en Asie, 25 à 50 en Asie. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop public visé de ce genre de jeu. Mais bon, premier projet, non, pas premier, deuxième projet, pardon. Oh là là, je ne sais plus parler à cette heure-là. Deuxième projet, le premier était Fleet Commander, qui avait fait 1700 contributeurs quand même, ce qui était déjà un très très beau résultat. Donc un joli petit début pour Fighters of the Pacific, qui est déjà de toute façon financé et qui devrait progresser d'ici les 4 semaines restantes. Et on passe au dernier jeu que j'ai découvert juste avant de commencer l'enregistrement, donc je n'y connais rien encore une fois. Excusez-moi, petit verre d'eau. J'aurais pas pu patienter les 3 minutes supplémentaires avant de boire. Donc Fjordar, jeu norvégien qui se déroule en Norvège, dans les fjords bien évidemment. Alors, regardons un peu ensemble, je ne connais rien donc, hein. 1 à 4 joueurs, donc encore une fois un mode solo, 25 minutes par joueur, donc en gros on peut jouer jusqu'à 1 h 30, plus ou moins. Join the Battle of Norway, donc la bataille de Norvège. C'est un jeu qui se situe dans la période turbulente de la guerre norvégienne, de la guerre civile norvégienne. En quelle période, je ne sais pas par contre. Et donc, vous faites la course en fait pour obtenir la position suprême sur le trône de Norvège, et celui qui prend contrôle des ressources et des lieux clés de la bataille sera celui qui pourra asseoir son petit cul sur le trône. Non, ça c'est pas écrit, j'avoue. Donc, c'est disponible en anglais bien évidemment. C'est un premier projet pour Go to Pieces Games, en provenance de Norvège. Ils se sont donc créés en 2019, mais c'est leur premier projet Kickstarter en tout cas. Peut-être qu'ils ont déjà produit des jeux en Norvège ou ailleurs d'ailleurs, mais sans Kickstarter. Le gameplay, donc on va voir de la création de landscape, de paysages apparemment, avec un plateau complètement modulable, donc avec des parties à chaque fois différentes, j'imagine. D'accord. On va choisir un leader, chacun des joueurs, essayer de se frayer un chemin avec les dracars, les petites miniatures de dracars, combattre nos adversaires bien évidemment, retrieve your heirs, donc nos héritiers. D'accord. Make sure they get home safely or get happily married to someone important. D'accord, il va falloir essayer de faire en sorte qu'ils rentrent à la maison sains et saufs, ou alors faire en sorte qu'ils se marient avec quelqu'un d'important pour assurer votre avenir, l'avenir de votre lignée, etc. Ça a l'air sympa sur le concept.
D'accord, renforcez-vous, trouvez de l'aide de différentes factions autour de vous, et enfin donc gagner le trône. Bah écoutez, le concept a l'air assez drôle, avec pas mal de mécaniques qui se recoupent les unes aux autres, avec du déplacement, du combat, de la gestion de ressources. Non, ça a l'air d'être assez varié et assez complet. Le matos a l'air relativement joli, la direction artistique est pas mal. Bah écoutez, il reste encore pas mal de temps, donc j'irai jeter un œil plus approfondi sur le jeu peut-être pour la semaine prochaine, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez séduisant sur le papier, enfin sur l'écran du moins. Avec un mode solo, Help us develop the solo mode for Fjordar. Il demande aux backers de les aider à concevoir le mode solo. Ça, c'est original, ça. Depuis environ 2 mois, nous avons commencé à travailler sur le mode solo de Fjordar. C'est toujours en bêta test apparemment, et ils ont besoin, ah oui, qu'on les aide pour faire du playtest en fait. D'accord, donc pour tester le mode solo. Et donc ils nous invitent à l'essayer sur Tabletop Simulator, et donc à leur faire des retours sur expérience en fait. L'automate utilise 6 cartes d'action de base avec 6 cartes d'action comment dire, augmentées, upgradées, améliorées, pardon. Et une carte de leader qui représente votre adversaire. D'accord, bon, bah, ça a l'air assez sympa, ça a l'air assez bien foutu, à tester. Je ne sais pas si je trouverai le temps de l'essayer, d'autant plus que je suis quasiment persuadé que je ne pledgerai pas le jeu, mais petite surprise intéressante malgré tout. Les stretch goals, bon, il est déjà financé, non? Ah non, pas encore. Ouh là là, pas du tout. Remarque, ils ont fixé un objectif à 635 000 NOK. NOK. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était des couronnes norvégiennes, j'imagine? Est-ce que c'est des couronnes là-bas comme en Suède? Je pense que c'est ça, ouais. Alors, comment ça fait en yens? Objectif de 8 millions d'yens. Ouais, c'est pas énormissime. Ça fait 80 000 euros, un peu moins? 70 000 euros? Je sais pas, vous aurez certainement l'information, vous, en transcrite en euros, donc ce sera plus pratique pour vous de regarder. 245 contributeurs, il reste un mois, donc ça devrait pouvoir marcher quand même, mais ça commence pas trop mal si on si on se fie au nombre de contributeurs. Peut-être qu'ils ont fixé un niveau de financement assez élevé, en fait. Mais je dirais pas que c'est un mauvais départ, a priori. Pledge de base à 650 yens, soit 6 euros. Mais qu'est-ce que c'est avec ça? Ah non, c'est juste pour le Pledge Manager, d'accord, ok. Donc 790 NOK, donc 10 000 euros. Donc là, on est plutôt sur du 90 euros pour avoir le jeu de base. D'accord, donc le jeu de base est quand même un petit peu chéro. Et il n'y aura pas de taxes supplémentaires pour les gens en Europe, ce qui est plutôt sympa. D'accord, donc plus ou moins 90 euros. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais on regardera un petit peu plus tard, la semaine prochaine, pourquoi ce prix. Il y a quelques niveaux de pledge supplémentaires. On regardera ça plus en détail la prochaine fois. J'ai pas envie d'alourdir trop pour un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, que je ne connais pas encore suffisamment. Mais le projet a l'air assez sympatoche, ma foi. Voilà, voilà, donc Fjordar pour le dernier projet du jour. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode déjà de notre menu crowdfunding. On revient vers vous très prochainement. Xavier est pas très présent récemment parce que c'est moi qui m'occupe de ces vidéos. On n'a pas encore eu le temps de faire de nouvelles vidéos ces derniers jours. Par contre, vous en trouverez une dans les jours à venir, très prochainement, en tout cas, dans la semaine à venir au pire, sur un nouveau jeu qui va sortir, qui est sorti en France chez Matago et qui est d'origine japonaise. Ce sera notre première émission saveur japonaise, saveur nippone, sur un jeu qui vient de sortir chez Matago en France. Donc je vous laisse avec ce petit teasing. Donc n'hésitez pas dans les prochains jours à regarder la chaîne pour découvrir ce nouveau jeu de chez Matago, qui est d'ailleurs très sympa. Petit spoil. Voilà. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, bien évidemment, on le rappelle jamais, mais bon, c'est pas un truc qui nous... On n'a pas envie de parler toujours d'abonnement, etc. Mais bien entendu, de temps en temps, on le dira quand même. Donc, si ça vous tente, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche, etc. si ça vous tente. Et puis, n'hésitez pas à commenter. On était très très content d'avoir ce premier commentaire de Joël.
On n'hésitera pas à vous répondre aussi vite que possible. À la prochaine et merci encore.